Merci d'être là pour la suite de ce programme. Nous sommes là pour la semaine du numérique, comme vous le savez tous. Il y avait un panel qui s'était déroulé ce matin sur l'infrastructure numérique, pilier de la transformation numérique. Nous sommes là pour le panel 2. Si tous les panélistes sont présents, nous allons les inviter de monter sur le podium. J'invite donc Madame Lucrèce Lincott, si elle est là. Elle est chercheure associée à la CED. Veuillez l'ovationner, s'il vous plaît. Aidez-la à monter sur le podium. Merci. Monsieur Donald Chaou, CEO TIC Agro. Et également Monsieur Arel Zanou, qui est de Dimadoc. Ce panel sera modéré par Monsieur Ayefemi Oro. Merci. Je rappelle que vous avez 2 heures chrono, y compris les questions-réponses. Merci et bonne séance à vous. Bonsoir. Si vous ne répondez pas, on ne va pas vous adresser la parole. Bonsoir. Comment allez-vous? D'accord. Merci pour l'introduction. Comme l'a présenté, je ne dirais pas modérateur, mais bon, le modérateur de circonstance ou l'introducteur, notre panel portera sur les startups dans l'économie béninoise. Dans l'économie numérique béninoise, comme vous le savez peut-être ou comme vous vous en doutez, depuis 6 ans ou depuis 7 ans, depuis 2016, le gouvernement, dans son programme d'action, a axé le secteur du numérique comme l'un des secteurs phares sur lequel mettre l'accent pour accélérer non seulement le développement de l'écosystème du pays, mais aussi l'emploi des jeunes. Divers programmes ont été mis en œuvre, notamment le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique et d'autres programmes pour accélérer le développement de l'entrepreneuriat numérique au Bénin. La GIZ met en œuvre, à travers le Centre de transformation digitale financé par la coopération allemande, divers programmes d'appui à l'entrepreneuriat numérique à travers sa composante entrepreneuriat numérique. Cette composante donc a lancé récemment une étude sur l'état actuel de l'écosystème numérique béninois et sur la maturité des startups digitales. L'objectif est d'avoir une idée très claire de l'état des startups numériques, de leur durée de vie, des problèmes et difficultés auxquels elles sont confrontées et des possibles champs d'appui pour accompagner le développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique au Bénin. Aujourd'hui, sur ce panel, justement, donc, nous allons parler des startups dans l'économie béninoise. Et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir à ma gauche Donald Chaou. Il est le directeur de TIC Agro Business, qui est une start-up, mais qui est depuis un moment aussi une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat numérique. Il est également le vice-président de la Fédération des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat numérique. Je vous prie de le voir, s'il vous plaît. À mon extrême droite, avant de revenir à la dame, honneur aux dames à la fin, on a Dr Arel Zanou, qui est le promoteur de Dimadoc. Je pense que nous connaissons tous ici Dimadoc, l'une des premières applications en e-santé au Bénin, et qui est accessoirement aussi le président du patronat des startups au Bénin. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Et juste à côté de moi, à ma droite, ici toute proche, on a Madame Lucrèce Lincott. Elle est chercheure associée à ACED. Et justement, au titre de l'étude dont je viens de vous parler, que nous menons sur l'état actuel de l'écosystème, la conduit avec d'autres partenaires, dont Acumen Network. Veuillez l'ovationner, s'il vous plaît. Donc, si j'ai votre permission, nous allons démarrer. Et j'ai une première question pour tous mes panélistes. Je vais commencer par mon extrême droite d'abord. Et ma question, elle est, si je dois m'adresser, en fait, vous demander, non seulement en tant que promoteur de start-up, mais aussi en tant que président du patronat des start-up au Bénin, quel est l'état des lieux actuellement, l'état des lieux, la place et le rôle des start-up dans l'économie numérique béninoise? Comment dresseriez-vous cet état des lieux? Merci. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, je suis non seulement le promoteur de l'application Dimadoc, mais je suis surtout le président du patronat des startups du Bénin, donc une association qui regroupe un certain nombre de startups qui évoluent justement dans l'écosystème des startups au Bénin. Alors, l'état des lieux, je vais essayer d'aller sur 2 volets.
Le premier volet va concerner les startups elles-mêmes, ou du moins ces entreprises, ces PME qui se retrouvent dans la définition de ce qu'on appelle startup. Ensuite, je vais faire l'état des lieux par rapport justement à ce que nos politiques et nos gouvernants mettent en place justement pour accélérer l'écosystème des startups. Alors, si je commence par le premier volet, c'est-à-dire les startups en elles-mêmes, il faut dire qu'au Bénin, les startups sont plutôt très résilientes. Quand je dis très résilientes, c'est qu'on est dans un écosystème où tout est à refaire, rien n'est fait d'ailleurs. On est dans un écosystème où, en même temps que vous êtes une start-up, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise qui fait dans de l'innovation, et tout le monde sera d'accord ici que quand vous voulez vendre un produit qui est innovant ou un service qui est innovant, ce n'est jamais la même chose par rapport à un produit ou un service qui existe déjà sur le marché et vous introduisez ce marché-là. Donc, c'est très compliqué de vendre de l'innovation. Mais force est quand même de constater qu'il y a des startups au Bénin qui arrivent, malgré ces difficultés-là, à s'en sortir. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais des startups qui sont béninoises, qui sont résilientes. Alors, il y a moins de 2 heures, je reviens de Kigali comme ça, il y a moins de 2 heures, où je participais justement à un événement qui s'appelle le Youth Connect Africa. Je ne sais pas si il y a des gens ici qui en ont entendu parler. En fait, c'est une conférence qui a généralement lieu à Kigali presque tous les ans et qui réunit presque tous les jeunes entrepreneurs, start-up du continent pour justement débattre des thématiques, voir ce que chaque pays a fait par rapport à ce problématique-là et voir quels sont les défis qu'on peut relever ensemble. Alors, ce que j'ai constaté, parce que j'y étais depuis la semaine passée, j'ai fait pratiquement une semaine, ce que j'ai constaté, tout simplement, c'est que quand je compare les autres écosystèmes de start-up et que je les compare à notre écosystème, franchement, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'on prend les start-up aujourd'hui qui évoluent au Bénin, on les remet dans d'autres écosystèmes, ils sont champions d'office. Ça, je peux vous le dire. Parce que là-bas, vous prenez un pays comme le Kenya, la promotion des startups est systématique. Vous prenez un pays comme le Rwanda, tout est mis en place pour que quand vous avez votre idée, on puisse vous accompagner vraiment de A à Z. Vraiment de A à Z. C'est-à-dire qu'ils feront tout pour que si même vous avez un échec, que l'échec ne dépende pas du fait que vous n'ayez pas eu un accompagnement. Mais c'est tout l'inverse chez nous, au Bénin. Et ça me permet justement d'aborder le second volet concernant les politiques et ce que les gouvernants font. Je vais devoir vous arrêter pour le moment, nous reviendrons sur les politiques plus tard. Je vais demander à M. Donald Lacoté quel est l'état des lieux des startups dans les communes du Bénin selon lui. Est-ce qu'il partage l'analyse posée par le Dr Harel? Merci Fawzan. Oui, je suis parfaitement d'accord de ce que Harel a dit. J'aimerais bien ajouter aussi qu'au Bénin, nous avons aussi la chance d'avoir des structures d'accompagnement, la structure d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant qu'on appelle les SAE qui existent et qui sont pratiquement dans toutes les communes du Bénin. Et moi, en tant que start-up, c'est qui, je peux dire, m'a permis en fait de résister. C'est parce que j'ai pris par une structure que j'appelle Etrilab, à travers un programme qu'ils appellent Etrista, qui m'a permis de restructurer, en fait, vraiment de revoir la stratégie, de revoir l'idée de départ et de pouvoir continuer. Et donc, ces structures sont assez importantes dans, je dirais, dans la résilience
des startups. Et nous avons aujourd'hui l'avantage qu'au niveau national, nous avons toutes ces structures. On part par CMS City aujourd'hui qui accompagne énormément tout ce qui est start-up. C'est vrai que le côté accompagnement, quand on parle d'accompagnement, on voit immédiatement le côté ressources financières, alors que non, il y a tout ce qu'il y a comme formation, tout ce qu'il y a comme approche, outils de communication, même le prototypage de votre solution qu'il faut d'abord travailler avant de passer au côté, le côté financier. Et donc, je trouve que l'existence de cette structure d'accompagnement est vraiment une opportunité pour nous et ça contribue véritablement à la résilience des startups. C'est vrai que, bon, il n'y a pas assez de ressources, mais il faut aussi reconnaître aussi qu'il y a l'initiative du ministère du numérique à travers le fonds Mandela aussi, qui a accompagné, je dirais, 10 startups, mais c'est 11, je crois, en mettant des fonds à notre disposition pour nous permettre vraiment d'avancer, je dirais bien de déployer nos différentes solutions. Ce n'est pas encore ça. Donc, pour résumer, je dirais que oui, ça va, on se cherche. Merci. Les startups se cherchent. Je vais revenir à Madame Lucrèce ici et je vais peut-être spécifier ma question puisque très récemment, ACED a mené une étude au profit de la Banque mondiale, je pense, sur les startups digitales, agricoles digitales, c'est bien cela. Et donc, ne pas vous poser la même question sur l'état actuel, mais sur l'état actuel des startups digitales agricoles, puisque votre étude a été sur ça et que vous pouvez nous faire un point sur ces startups spécifiquement. D'accord. Rebonjour à tous, merci Fawzan. Je précise juste que l'étude était commanditée par l'Union européenne et pas par la Banque mondiale. Alors avant de parler de l'état actuel, je vais présenter un peu le rôle de ces startups-là dans l'économie. Alors à la suite de notre étude, il apparaît que les startups dans le domaine digital agricole interviennent principalement sur 4 volets. Le premier volet et le plus important, c'est tout ce qui a trait au conseil agricole, l'information et la formation des acteurs du monde agricole. Et dans cette catégorie-là, on retrouve de nombreuses startups, notamment l'entreprise de TIC Agrobusiness. Mais nous retrouvons aussi une seconde catégorie qui est non négligeable, qui intervient dans la mise en relation entre le producteur et le consommateur pour permettre au producteur de vendre ses produits à un prix décent. Dans ce cas-là, on retrouve tout ce qui est Djinoukoum, Aliments Bénin ou même Agriara. Ensuite, il y a une troisième catégorie de startups qui interviennent dans la mise en relation entre les acteurs du secteur agricole, ce qu'on appelle un peu la communauté de pratique. Ils créent des groupes, un peu une sorte de WhatsApp entre les acteurs pour partager des expériences, pour louer du matériel agricole et pour s'épauler. Dans cette catégorie-là, on trouve des applications comme TroTro-Siva pour la location de tracteurs entre particuliers, par exemple. Ensuite, il y a une quatrième catégorie qui regroupe une panoplie de services et qui intervient principalement dans le suivi des activités culturelles, genre la mise à disposition de drones pour l'épandage de l'engrais ou alors des systèmes d'irrigation un peu automatisés. Donc voilà un peu les domaines dans lesquels les startups du numérique agricole interviennent en lien avec le secteur rural ou agricole. Alors, à la suite de mes collègues, moi je dirais que l'état des lieux, il est de 2 ordres. Il y a un côté résilience, effectivement, à travers l'accompagnement qui est fait par les SAEI, par le ministère et par tous les partenaires techniques et financiers comme la GIZ, Enabel ou même l'Union européenne. Mais il y a aussi un côté un peu fragilité, parce que comme Donald l'a soulevé, ces SAEI n'accompagnent pas tout le monde, malheureusement. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore de modèle économique véritablement viable. Beaucoup de structures naissent en réponse à des appels à projets, à des hackathons. Et quand ces hackathons ou ces projets finissent, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de solutions numériques. Donc peut-être il faudrait diversifier peut-être les mesures d'accompagnement pour qu'elles puissent cibler un plus large éventail de start-up, notamment dans le secteur agricole. Merci. Je reste avec vous par rapport à ce dernier point abordé et à la classification qui a été faite des différents types de start-up.
Et ma question sera, quelles sont les spécificités justement des startups digitales? Quelles spécificités avez-vous remarquées sur les startups digitales? Je commence avec vous et je reviendrai après avec Dr Ariel justement sur ces spécificités. Qu'est-ce qui distingue par exemple les startups digitales des PME classiques en fait? En termes de difficultés ou en termes de caractéristiques En termes de caractéristiques d'abord, nous revenons sur les difficultés plus tard. Alors, en termes de caractéristiques, je trouve qu'elles se ressemblent assez par rapport aux PME classiques. Elles sont pour la plupart portées par des jeunes qui ont des niveaux d'éducation très élevés. La plupart ont minimum bac+5. Elles interviennent beaucoup dans le sud du pays aussi pour la plupart. Elles interviennent aussi... Bon, la différence, par exemple, peut-être dans le numérique, c'est qu'elles ont pour domaine de formation plus le numérique que d'autres secteurs d'activité. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Et pour la plupart, étrangement, elles sont déjà dans des phases de mise à l'échelle de leurs produits ou de leurs solutions numériques, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les PME que l'on peut rencontrer. Et ça, je parle bien sûr du secteur agricole que je connais tout particulièrement. En termes de difficultés, comme je le disais tout à l'heure, elles sont confrontées à la même difficulté de financement que la plupart des PME. Mais dans le secteur agricole tout particulièrement, il y a un problème d'éducation d'abord des utilisateurs auxquels les solutions sont destinées. Les producteurs ne sont pas habitués aux mêmes outils que nous, ils ne sont pas habitués à naviguer sur des sites internet, à ouvrir des applications. Donc c'est un challenge au quotidien que doivent relever les startups pour pouvoir diffuser leurs solutions numériques. C'est des choses qui peuvent sembler tout bêtes pour nous, mais pour eux c'est un véritable enjeu. Surtout que le dernier recensement agricole a montré au Bénin que la majorité de la population des exploitants agricoles ont en moyenne 44 ans. Et on sait que c'est en général les jeunes qui ont une certaine appétence pour le numérique. Donc il y a ce problème d'alphabétisation fonctionnelle des agriculteurs pour l'outil numérique qui rend vraiment les startups, enfin qui rend l'usage des technologies numériques un peu plus compliqué dans le secteur agricole et qui augmente la difficulté pour les entrepreneurs du numérique agricole. Merci Lucrèce. Dr Ariel, les spécificités des startups digitales. Caractéristiques des difficultés. En termes de vocabulaire, je suis un peu embêté. Quand on parle de start-up numérique et qu'on le compare, déjà, pour moi, il faut définir clairement c'est quoi une start-up. Ensuite, dire ce qu'est une start-up numérique. Je le dis parce que moi, depuis toujours, j'ai eu ce problème avec les autorités. Ça fait que d'ailleurs, ils m'invitent de moins en moins sur certains événements. Ça, je le dis très clairement. Donc, quand vous m'avez invité d'ailleurs, ça m'a fait réellement plaisir. Ils m'invitent de moins en moins parce que moi, j'estime que quand on est une start-up, on n'est pas forcément une start-up numérique. Il y a des Quand on prend le thème start-up, ça regroupe tout ce qui est numérique et tout ce qui n'est pas numérique. Absolument. Vous êtes d'accord? Absolument. Mais malheureusement, au Bénin, quand on parle start-up, tout le monde est focalisé sur les start-up du numérique. Et moi, de ma position de président de patronat de start-up, mais les autres viennent me demander des comptes. Mais moi, je fais de l'innovation. Je suis un agriculteur. Je ne sais pas utiliser l'outil numérique, mais je mets en œuvre, par exemple, une technologie, d'accord, qui n'est pas numérique, qui me permet, par exemple, d'améliorer mon rendement. Mais c'est une innovation. Parce que si personne n'a jamais pensé à ce type de technologie, que je l'ai fait moi pour la première fois, c'est une innovation. Et si ça me permet d'avoir un bon rendement, ça répond clairement à la définition de start-up. Mais malheureusement, cette entreprise-là ne va pas se retrouver dans tout ce qu'on appelle start-up au Bénin. C'est pour ça que ça m'embête un peu. Et l'autre chose aussi, c'est que malheureusement, on est obligé aujourd'hui de comparer start-up et PME classique. Alors qu'en réalité, ce sont des PME aujourd'hui qui se retrouvent parmi les start-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vous rendre à la pièce et enregistrer votre entreprise en tant que start-up. Je ne sais pas si vous me comprenez. Absolument. Vous l'enregistrez en tant que PME. Et c'est quand vous vous retrouvez dans les caractéristiques de start-up que vous vous appelez start-up.
Et à ce niveau-là, il y a lieu, en fait, de légiférer. D'accord. En fait, c'est pour préciser et recentrer un peu le débat. C'est pour ça, depuis, si le public nous suit, nous avons axé la discussion sur les startups digitales. Okay. En fait, c'est fait exprès à chaque fois de dire digital pour faire la différence. Parce qu'on est d'accord sur la définition, une startup est une entreprise en phase de démarrage, qu'elle soit digitale, numérique ou pas. En recentrant nos discussions ici sur les startups digitales, nous voulons faire ce focus-là sur ces entreprises numériques et digitales, en fait, qui sont porteurs d'innovation dans ce secteur. Donc, les startups classiques, en griffe, n'entrent pas dans le champ de définition de ce que nous appelons ici. Et je pense que ça a été le sens de la question posée à Lucrèce, c'est le sens de la question, les caractéristiques, les spécificités des startups digitales, en fait. Il est important de le faire parce que vous abordez une question qui est très pertinente, celle de la classification. Il faut rappeler à l'audience qu'il y a une loi sur les PME au Bénin. Il n'y a pas un cadre législatif, en tout cas par ma connaissance pour le moment, sur tout ce qui est entrepreneuriat numérique ou digital. Il y a une loi sur les PME qui classifie toute entreprise béninoise faisant entre 0 et 2 milliards de chiffre d'affaires comme étant une PME. C'est le cadre de la loi, mais il n'y a pas encore une loi qui spécifie clairement ce qu'est une start-up digitale ou ce qu'est une start-up numérique. Donc, le cadre de cette discussion, justement, c'est de poser l'état des lieux des start-up digitales, en fait, dans le sens de l'étude que nous sommes en train de faire au niveau du Centre de transformation digitale pour pouvoir essayer d'apporter des pistes de réponse et éventuellement, s'il y a des entrepreneurs digitaux parmi nous, pouvoir justement recevoir leur feedback. Donc, je fais cette petite clarification pour pouvoir orienter la suite de nos discussions. En fait, je comprends très bien votre préoccupation. J'ai voulu, avant de donner une réponse à votre question, clarifier les choses parce que je n'aime pas mélanger les thèmes. Parce que quand on fait une comparaison entre une PME classique et une start-up digitale, quand on va commencer à faire le développement, les gens peuvent s'embrouiller très rapidement. Donc moi, je préfère dire les choses très clairement. Maintenant qu'on recentre le sujet, c'est que déjà, en termes de défis, justement pour les startups du numérique en spécifiant, c'est qu'il faut leur créer un cadre législatif qui définisse clairement ce qu'ils sont. D'accord? Non, je vais revenir. Vous empiétez sur ma prochaine question, en fait. Donc, soit je vais prendre l'avis de Donald et je reviens, puisque ma prochaine question est relative au cadre, et pour ne pas aller plus vite que la musique, je vais prendre l'avis de Donald sur cette spécificité-là. Merci. Ok, mais je vais rester dans le secteur agricole, qui est, je dirais, le domaine que je maîtrise le mieux. Alors, nous allons prendre deux éléments. Une entreprise qui fait du conseil agricole et une entreprise qui s'appuie sur l'éthique pour faire du conseil agricole. Alors, celui qui fait du conseil agricole de façon classique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le village, rencontrer les producteurs, faire sa formation et repartir à la maison. Alors, celui qui fait le conseil agricole avec l'éthique, il va d'abord faire quoi? Il va d'abord concevoir l'outil. Donc, numériser ce qu'il veut fournir comme formation. Deuxièmement, il va former les producteurs à pouvoir utiliser les outils qu'il a développés. Et c'est là le travail commence. C'est même plus compliqué qu'amener le producteur à adopter la pratique agricole que nous voulons faire passer. Parce qu'en réalité, pour moi, le numérique, c'est juste un canal pour pouvoir faire passer de l'information. Et donc, le défi se retrouve à deux niveaux. Former le producteur à utiliser le téléphone portable, à utiliser la solution, et maintenant amener le producteur à adopter la solution. Avant de venir maintenant sur la solution, on va commencer par savoir. On va d'abord aller sur le terrain, faire une étude pour voir combien des producteurs. Je suppose que dans le village, il y a 100 producteurs. Est-ce que sur les 100 producteurs, nous avons combien, par exemple, ont un smartphone? Combien n'ont pas de téléphone? Et c'est à partir de ça qu'on choisit sur quelle technologie nous allons naviguer. Est-ce qu'on passe sur la messagerie vocale? Est-ce qu'on passe sur du SMS? SMS, mais ils ne sont pas
le niveau d'alphabétisation n'est pas assez élevé. Et donc, il y a tous ces éléments que nous devions d'abord étudier. On va encore plus loin. Si la technologie, par exemple, s'il s'agit par exemple de mettre en place un système d'irrigation, par exemple goutte à goutte ou intelligent, il y a l'investissement en termes de technologie qu'il faut faire. Vous vous rendez compte que les producteurs ne sont pas prêts, par exemple, à payer. Il faut commencer par réfléchir à un modèle économique qui est quasiment, pour pouvoir mieux s'adapter à cette communauté. Donc, il y a assez d'éléments qui font que, oui, c'est quasiment différent entre ceux qui s'appuient sur le numérique et ceux qui font de l'accompagnement ou de la prestation de façon classique. Je trouve qu'à notre niveau, le travail est double. C'est vrai que le travail est double, mais le résultat est plus important. Le résultat est plus important, c'est que si, par exemple, ou bien s'il y avait des structures qui ont formé les producteurs à utiliser les solutions numériques et nous venions avec nos solutions, le résultat sera assez intéressant parce que l'information pourra passer vite. Le producteur, par exemple, je prends un cas simple, nous voulons lui envoyer de l'information sur la météo pour savoir à quel moment il doit pouvoir mettre son engrais ou pas. Nous avons l'outil pour lui envoyer l'information. Mais le producteur n'a pas, par exemple, le téléphone pour recevoir l'information. Et là encore, on peut supposer même qu'il a le téléphone. Vous vous rendez compte que sur une semaine, le producteur a son téléphone éteint pendant 5 jours, simplement parce qu'il dépense assez d'argent pour recharger son téléphone. Et donc, vous deviez encore réfléchir à une solution. Comment est-ce que vous l'aidez à recharger sa batterie pour que son téléphone soit chargé 7 jours sur 7 pour que le message que vous voulez faire passer puisse passer. Donc, voilà. Pour aller de façon terre à terre, un cas précis qui montre. Merci pour cet exemple très pratique. Je reviens à Dr. Harel. Justement, prenons Dis-moi-Doc. Quelles sont les spécificités de ce que vous offrez comme solution à travers Dis-moi-Doc et qui ne se retrouve pas, par exemple, si elle n'était pas digitalisée, devrait être en fait, par exemple, par une entreprise classique. Les différences, en fait, ce que vous permettez d'atteindre. Dis-moi-Doc, par exemple, c'est une solution numérique qui va, par exemple, permettre à quelqu'un qui n'a pas accès soit à l'information médicale, soit à un centre de santé ou bien au service d'un professionnel de santé, d'accord, à pouvoir accéder justement à ce professionnel de santé ou bien à ce service de santé ou bien même à l'information de santé dès qu'il dispose d'un terminal, un téléphone portable ou un ordinateur connecté qui lui permet en fait d'accéder à cette information. Donc, en termes terre à terre, ça voudrait dire tout simplement que vous pouvez par exemple faire votre consultation en ligne. Vous pouvez par exemple retrouver certaines informations de santé en ligne. Je prends par exemple les pharmacies de garde. Je prends par exemple aussi les prix des médicaments qui sont vendus à la pharmacie avant de vous y rendre. Je prends la calculatrice d'ovulation, par exemple, qui va concerner les jeunes femmes, les femmes qui, ça leur permet en fait de voir quelles sont leurs périodes de fertilité, quels sont les moments pendant lesquels il faut faire attention et tout. Alors qu'entre-temps, pour avoir ce genre d'informations, il fallait se référer physiquement aux professionnels de santé qui se font de plus en plus rares, surtout les médecins. Vous allez constater par exemple qu'en Afrique, de façon générale, vous avez à peine un médecin pour 10 000 habitants. Je ne dirais même pas un médecin, je dirais un soignant. Un soignant, ça inclut aussi bien le médecin, l'infirmier ou d'autres corps de métier pour 10 000 habitants, alors que normalement, dans les conditions normales, il en faut au minimum 4. Donc ce désert médical a fait qu'aujourd'hui, même en ville, et dans les périphéries immédiates des villes, vous allez voir que les gens ont les moyens, malgré qu'ils aient les moyens, ils n'ont pas forcément accès aux professionnels de santé qu'il faut. Donc, Dis-moi-Doc vient en fait régler un peu ce problème-là. Donc, depuis sa maison, lorsqu'il a accès à un terminal, un téléphone, un ordinateur,
il pourra accéder à ce type de service. Ce qu'on sait très peu, c'est est-ce que ce code numérique encadre par exemple les questions d'entrepreneuriat numérique? On sait qu'il encadre divers secteurs liés au numérique. Et donc ma question est relative au cadre législatif actuel au Bénin qui encadre le travail ou qui encadre le secteur de l'entrepreneuriat numérique. Qu'en est-il de ce cadre-là? Bon, parlons déjà du code du numérique. Oui, effectivement, le code du numérique vient un peu encadrer tout ce qui est entrepreneuriat numérique, mais pas que. Ça encadre aussi tout ce qui est activité des organisations qui ne sont pas forcément des organisations à but lucratif, et ça permet aussi de protéger le consommateur, parce que c'est important, vu que ce sont des outils qui sont assez nouveaux. Il faut prendre les garde-fous nécessaires pour ne pas léser le client, parce que le patient, par exemple dans le cas de Timodoc, le patient, lorsqu'il entend ce discours-là, il a tout de suite envie d'expérimenter le produit. Et vous allez voir derrière qu'il y a il y a un certain nombre de problèmes justement liés à la loi. Tout de suite, si on ne se réfère pas au code du numérique, je prends un exemple. Quand vous faites une consultation en ligne, c'est que vous donnez vos informations personnelles. Alors, le code numérique va, dans mon cas, me dire il faut que tu obtiennes une autorisation pour les traitements des données à caractère personnel. Donc, tant que moi, je n'ai pas cette autorisation-là, je n'ai pas le droit de consulter quelqu'un en ligne, parce que après, où est-ce que ces informations-là sont stockées, comment ces informations sont traitées, parce que moi, je ne vais pas que, dans mon cas, je ne vais pas faire juste la consultation médicale. Quand moi, je finis ma consultation médicale, je vais faire des analyses de données, qui sont en fait un autre pan de l'entrepreneuriat numérique, justement, aujourd'hui, qui fait gagner beaucoup d'argent. Vous allez voir que de plus en plus, il y a ce qu'on appelle les data analystes. C'est-à-dire qu'on recueille les informations, on les analyse et on les vend ensuite à des sociétés qui en ont besoin. Dans le cas de Timodoc, par exemple, nous avons des partenaires pharmaceutiques, des groupes pharmaceutiques, qui ont besoin, par exemple, de savoir, quand les jeunes filles consultent, quelles sont les problématiques qui reviennent le plus. Est-ce que la plupart du temps, elles vont demander une pilule de lendemain? Est-ce que dans la plupart du temps, elles se plaignent, par exemple, d'infection urinaire ou d'infection, tout ça? Donc, ces informations-là, ils vont pouvoir prendre et savoir, par exemple, quels sont les produits qu'ils peuvent proposer sur le marché d'ici 2-3 ans. Donc, si le code numérique n'était pas là, par exemple, pour encadrer tout ça, ça pouvait aller dans tous les sens. Et je pense que c'est là, justement, que le code numérique est important pour mieux encadrer tout ce qui est entrepreneuriat digital. D'accord. En dehors du code numérique, est-ce qu'il y a un autre arsenal législatif qui encadre par exemple la question des investissements dans les startups, le développement des startups, qui accompagne, je parle toujours de startups digitales bien sûr, qui promeut par exemple le développement des startups digitales? Est-ce qu'il y a en Tunisie, par exemple, nous savons qu'il y a une Startup Act qui a été votée aussi au Sénégal récemment. On sait que dans d'autres pays, par exemple du Maghreb, il y a des ministères consacrés, des fonds en fait spécialisés dans l'accompagnement des entreprises digitales. Est-ce qu'au Bénin, on a ce cadre législatif-là qui accompagne, au-delà du cadre réglementaire, sur la gestion des données personnelles, sur ce qui est autorisé ou pas? Est-ce qu'il y a un cadre législatif qui accompagne le développement de tout ce qui est entrepreneuriat numérique? Ça me permet en fait de revenir sur mon développement au début. C'est justement là tout le problème. Parce que s'il y avait ce cadre-là, par exemple, s'il y avait des tests législatifs qui définissaient clairement les thèmes, c'est quoi une start-up, quelles sont les caractéristiques de cette start-up-là, je pense que chacun devrait se retrouver plus facilement. Mais malheureusement, on n'en a pas. Et c'est ça qui pose le réel problème aujourd'hui. Ça fait que vous prenez une entreprise comme la mienne, par exemple, qui fait dans de l'innovation. Comme je l'ai dit au début, c'est toujours plus difficile de vendre de l'innovation. Nous, dans notre cas, par exemple, les premières années, on a été obligé de rendre le service gratuit pour permettre aux gens d'y accéder, de voir à quoi ça ressemble.
quand on a vu que ça avait quand même pris, on a ramené le service à 1 000 francs par an. Vous voyez? Et là, maintenant, on est en train de réfléchir pour voir est-ce qu'on ne va pas facturer plutôt de l'heure ou en fonction de trucs. Donc, ça fait que s'il n'y a pas ce cadre-là législatif qui vient définir clairement les choses, on sera toujours traité comme des PME. Et dans mon cas, comme je le disais aujourd'hui, je suis traité exactement comme PME. Et c'est ça qui m'embête souvent. C'est-à-dire que quand je me retrouve devant le fisc ne sait même pas ce que c'est qu'une start-up. Hein. Lui, il a juste envie de faire que tu déposes ton bilan et que tu payes les impôts comme tout le monde. Et vous allez constater, s'il y a des personnes à viser ici, vous allez constater que dans le secteur des start-up, vous allez constater qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Parce que quand tu ne vends pas, Nous allons y venir sur la question justement de la maturité des startups digitales. Donc, pourquoi elles disparaissent, on va revenir à ça. Restons d'abord sur le cadre législatif et nous abordons la question de la maturité plus tard. Donald, cadre législatif. Alors, le docteur Harel a pratiquement abordé le sujet. Hein. Il n'y a pas vraiment encore quelque chose. C'est vrai qu'on a eu vent du Startup Act. Bon. La loi des finances de 2022 aussi a pris en compte un certain nombre de choses pour les startups. Mais dans la mise en œuvre, ce n'est pas encore ça. Je pense qu'il y a encore un travail de vulgarisation à faire, surtout au niveau des structures des impôts dans des zones les plus reculées. Parce que quand vous allez et vous dites que voilà, quoi, la loi des finances a dit ci et ça, ils ne se retrouvent pas. En dehors de ça, je pense, sauf erreur de ma part, le nombre d'années, c'est un peu limité à, je pense, à tous ceux des entreprises, alors que nous qui sommes là depuis 5 ans, on ne s'en sort pas encore. Hein. On ne s'en sort pas encore, c'est encore assez difficile. Et quand nous allons aux impôts, on fait le bilan, comme il l'a dit, et puis on paye comme tout le monde, en fait. Il n'y a pas de « je suis une start-up », quoi. Vous faites le bilan et vous payez de façon normale. Merci. On a abordé la question du fixe et des impôts, et notre thème, il est assez clair. Le thème parle de les startups dans l'économie numérique. Moi, j'ai une question que j'ai envie de vous poser avant de venir à la question de la maturité. Je vais commencer par Lucrèce. Aujourd'hui, arrive-t-on à étudier ou à chiffrer l'apport des startups digitales dans l'économie numérique, dans l'économie nationale? Oui, actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. C'est un secteur relativement nouveau, comme tu l'as dit toi-même, Faouzan. Mais il y a des études très intéressantes. Il me souvient, par exemple, il y a une étude de Chabosso en 2018 qui a montré que l'usage, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont des effets positifs au Bénin sur l'employabilité des jeunes, par exemple, sur le transfert des connaissances et notamment sur ce qui a pour conséquence une amélioration certaine du capital humain. Ce sont des facteurs très importants pour le développement d'un pays. Dans le secteur agricole tout particulièrement, il y a des études aussi un peu comme Aminatou et Al, toujours en 2018, qui ont montré que l'usage des smartphones en milieu rural permet d'accroître les rendements, la productivité agricole à travers justement du conseil agricole à distance. Un producteur peut être dans son exploitation et il reçoit du conseil agricole d'un conseiller agricole qui se trouve à 10 km de lui. Mais je précise encore que dans le secteur du conseil agricole tout particulièrement, cela est favorable à l'aide de secteurs, par certains facteurs, notamment le niveau d'éducation du producteur et bien sûr l'âge du producteur. Donc, dans le secteur agricole, il y a toujours un défi, je pense, générationnel qu'il va falloir combler pour l'usage du TIC. Mais c'est des études, comme je l'ai dit, qui ont été faites en 2018 et qui mériteraient peut-être d'être réactualisées en 2022, mais qui permettent déjà de jeter la lumière sur les effets positifs que peuvent avoir le numérique dans le contexte d'une économie comme celle du Bénin. D'accord, mais je reprécise. En ce qu'on arrive aujourd'hui à chiffrer, la richesse créée par les solutions digitales. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2020, en 2019, les entreprises digitales béninoises, les startups digitales ont créé
telle valeur en termes de richesse, ont contribué à créer tel emploi. Est-ce qu'il y a dans notre cadre au niveau national, est-ce qu'il y a des instituts, soit au niveau par exemple des services des impôts ou du ministère des Finances, qui arrivent à évaluer l'impact concret de l'entrepreneuriat numérique, la contribution de l'entrepreneuriat numérique à la richesse nationale en fait? J'avoue que là, c'est un défi qui reste à faire parce que sur la base de l'étude dont vous avez parlé, nous n'avons pas encore trouvé de la littérature là-dessus. La plupart des études sont plus des études un peu descriptives de la catégorisation de ce qu'on appelle entrepreneuriat numérique et des secteurs d'intervention. Mais en termes de chiffres quantifiés de ce qu'apporte l'économie numérique au Bénin, je dirais non, pour l'instant, on n'a pas ce genre d'informations-là. Et justement, à cause de ce que Dr Zano a dit, déjà de la définition même de ce que c'est que l'entrepreneuriat numérique, pouvoir les catégoriser finement reste encore tout un enjeu. Dr Harel, au niveau du patronat, arrivez-vous à estimer la contribution des startups digitales à l'économie numérique nationale? Ce que nous arrivons à faire, c'est de pouvoir réaliser en fait l'impact que ce secteur-là a sur l'économie. Maintenant, en termes de chiffres, vous savez, pour mener ce genre d'études, il faut trouver des spécialistes parce qu'il y a une méthodologie qui est bien spécifique à ce genre d'études. À ma connaissance, je n'en connais pas. Maintenant, quand on regarde l'impact aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples. Quand vous prenez les startups qui sont dans la fintech, d'accord, il y en a deux surtout. Il y a FEDAPay et il y a KakiaPay. Donc aujourd'hui, vous allez voir que c'est sur ces deux-là justement que même le gouvernement se base pour offrir un certain nombre de services. Aujourd'hui, si vous devez payer votre facture d'électricité ou d'eau, vous allez vous rendre compte que c'est à travers justement ces deux solutions-là que vous arrivez à faire ce type de paiement. Donc en termes d'impact, je pense quand même que c'est considérable. Ça fait gagner du temps. Depuis la maison, même depuis l'extérieur, parfois, quand vous recevez la facture, sans même recevoir la facture, vous pouvez aller voir sur la plateforme. Si vous avez une facture à payer, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par mobile money si vous avez le roaming. Donc ça fait qu'aujourd'hui, en termes d'impact, il y a quand même beaucoup d'impact positif sur l'économie de façon générale. On parle impact ou on parle chiffres? Des chiffres, bon, j'en ai pas, mais en termes d'impact, je peux dire oui. Vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement fait la promotion du numérique. On encourage les jeunes à aller faire les métiers du numérique. Mais quand ils finissent la formation, la majorité, ce sont les startups qui les consomment. Quand on voit les développeurs, quand on voit les graphistes et autres, la majorité, ce sont les startups qui sont les premiers consommateurs. Et donc, je pense que nous créons, comment dit-on, de l'emploi, et donc nous créons forcément de la richesse. Ceux nous qui arrivent encore à suivre ne continuent pas à payer les impôts. En abordant la question justement de l'emploi, du recrutement des jeunes, on aborde la prochaine question que j'avais justement sur ma liste, c'est celle du rôle en fait des startups digitales dans la formation et dans le développement des compétences techniques justement. Et dans ça, j'ai trois volets que j'aimerais qu'on aborde rapidement, si vous me le permettez. Le premier volet, c'est les nouveaux métiers. Aujourd'hui, on parle dans le domaine du digital, du numérique, de blockchain, on parle de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle. Je n'oublie pas les premiers métiers, développement web, développeur front-end, back-end et autres. J'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la place ou le rôle en fait des startups digitales dans la consommation de ce qui est produit en termes de compétences, mais aussi dans la formation des compétences. Je vais commencer par ma droite, mon extrême droite. Les startups aujourd'hui sont beaucoup plus consommatrices parce que nous, on veut aller vite, on veut gagner beaucoup d'argent et on a besoin de compétences pointues. D'accord? Quand vous mettez en place, par exemple, une solution numérique et que déjà au bout d'1 an, 2 ans, elle est obsolète, il faut pouvoir trouver quelqu'un qui soit en mesure
que vous, mettre cette solution-là à jour et tout. Donc, on est beaucoup plus dans cette posture-là pour le moment. Maintenant, en termes de formation, à ma connaissance, c'est que c'est justement le rôle de l'État, hein, je pense qu'ils sont en train de le faire maintenant, c'est de pouvoir mettre en place justement des formations pour que ces nouveaux métiers-là en fait soient déjà connus, soient maîtrisés, que les jeunes aillent vers ces métiers-là, pour que justement, quand nous, en tant que consommateurs, on en a besoin, qu'on puisse l'avoir. Maintenant, là où nous, on peut être utile, c'est dire que quand le jeune il est dans la formation, il pourra revenir, par exemple, chez nous, faire des stages pour expérimenter dans la réalité ce qu'il a appris. C'est à ce moment-là que nous, on peut l'aider. Sinon, nous-mêmes, comme on le dit, on se cherche. C'est-à-dire que nous-mêmes, on recherche. Parfois, tu es obligé. Moi, il m'est déjà arrivé, par exemple, d'aller chercher des compétences en France, parce que je n'en ai pas trouvé au Bénin. On abordera cet aspect-là, c'est le deuxième aspect. Elles sont d'abord sur le premier point. Je reviens d'abord avant de finir avec Lucrèce. Êtes-vous uniquement consommateur? Oui, nous sommes uniquement consommateurs et comme il l'a dit, parfois nous recevons des stagiaires et parfois c'est l'occasion pour eux de coder réellement. Je prends un exemple tout simple. Je vais taire l'école. On avait besoin de ressources humaines et puis bon, on s'est rapproché d'une université qui fait de la formation de développeurs. Et donc rapidement, on a reçu 15. Et donc dans les 15, il fallait sélectionner un nombre. Je pense qu'on a retenu 7 qu'on pensait pouvoir utiliser, mais en réalité, les 2 mois qu'ils ont passés, c'était la première fois qu'ils mettaient en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Et donc, je pense que formation, à travers ça, on peut dire oui, mais notre rôle n'est pas vraiment de former, en fait. D'accord. Deuxième aspect, trouvez-vous les compétences dont vous avez besoin pour vos solutions digitales au Bénin? Oui et non. Oui et non, on n'a pas, je dirais, les moyens de pouvoir payer réellement ces compétences. Ça, c'est aussi un problème que nous avons. Vous n'avez pas les moyens, c'est-à-dire? C'est-à-dire, le phénomène des développeurs actuellement. Vous voulez parler du phénomène des JAPA? Quand ils finissent rapidement, c'est freelance. Ça, c'est la première des choses. Et le niveau de... Je ne sais pas qu'est-ce que les professeurs à l'université expliquent souvent aux étudiants, mais quand ils finissent, ce qu'ils demandent, c'est relativement assez important. Et donc, ceux qui sont... Excusez-moi, soyons dans le concret. Je pense que c'est ce que l'assistance attend de nous. Un développeur, quand il sort, qu'est-ce qu'il demande? Un développeur sans expérience, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que le marché est prêt à payer? En tant que promoteur de solutions digitales, combien êtes-vous prêt à mettre sur la table pour un développeur débutant? Combien êtes-vous prêt à payer pour un développeur confirmé? Et quelles sont les demandes? Il faut qu'on puisse essayer clairement de mettre du concret sur ces questions-là. Alors, parfois, vous trouvez un développeur et vous demandez qu'il veut 500 000. Quand vous faites 500 000 francs fois 12, vous êtes à combien? Vous êtes à 6 millions. Oui, 6 millions annuels. Alors, si vous avez besoin de 3, alors que vous ne faites pas encore de chiffres, vous payez ça comment? 18 millions. Vous payez comment? Très bonne question. Bon, la question ne doit pas m'être adressée. Moi, je vous pose la question. Vous me la retournez. Peut-être le public répondra tout à l'heure. En fait, je dirais ceux qui sont réellement bons coûtent un peu cher. Et c'est qui parfois on est obligé de jongler en fait, de prendre un bon et de prendre quelques moins bons, espérant que le bon va coacher ceux qui sont... Et ça nous fait perdre assez de temps. Docteur Harel, arrivez-vous à trouver les compétences dont vous avez besoin dans vos entreprises digitales au Bénin? Et en fait, la question, j'aimerais que vous répondiez au-delà de vos entreprises. Moi, j'ai échangé avec certains entrepreneurs digitaux, par exemple, qui me disent sur certains métiers, moi, je n'en ai pas. Et ces métiers ne sont pas forcément des métiers liés au développement web ou à la RV ou autre, mais c'est des métiers peut-être de la créativité où on dit qu'il n'y a pas de designer, par exemple, UI UX, où on dit, par exemple, qu'on n'a pas de marketeur inbound, ainsi de suite. Je ne sais pas si, par exemple, dans l'étude que Lucrèce a amenée, si ça ressort. On commence par Dr Harel et on revient. Est-ce que vous arrivez à trouver sur le marché les compétences dont vous avez besoin pour vos solutions digitales et où est-ce que vous avez les capacités de pouvoir acquérir ces compétences-là? Voilà.
Je commence par la dernière question. Est-ce qu'on a la capacité? La réponse, c'est non, hein, pour la plupart du temps. Parce que, vous savez, le domaine du numérique, c'est un domaine un peu pointu. Généralement, même la formation de base, ça coûte très cher. Quand vous voulez vraiment faire une formation diplômante, certifiante, dans un domaine du numérique bien, ça leur coûte généralement cher. Et comme c'est de nouveaux métiers aussi, ça attire. Donc, il y a ce marché-là qui existe et qui attire également. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir s'exporter, par exemple, où les gens sont prêts quand même à payer. Pour revenir à la première question, on n'en trouve pas. Quand tu as besoin, par exemple, d'un certain nombre de services élémentaires, bon, là encore, tu peux en trouver, mais toujours est-il que, vu que tu as l'intention d'externaliser ta solution, il faut mettre ta solution aux normes internationales. Donc, quand tu ne fais pas attention et que tu confies ton travail à quelqu'un qui ne le fait pas correctement, dès que c'est sur le marché, c'est compliqué. Et ça me permet de dire aux jeunes aujourd'hui qu'il faut se faire former dans ces métiers-là parce que la demande existe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on se dit qu'on n'a pas les sous, mais il arrivera un moment où on sera obligé. On devra se démerder parce que qu'est-ce qui va se passer quand moi, je vais rechercher une compétence qui existe, d'accord, et que tout de suite, je n'ai pas les moyens pour le payer, on peut faire un contrat. Et ça se fait. Et ça fait partie même des caractéristiques ou des spécificités des startups. C'est-à-dire que je peux essayer, par exemple, d'ouvrir un peu mon capital pour dire, en tant que directeur technique, je te nomme déjà directeur technique, et en tant que directeur technique, tu détiens peut-être 20% de part de marché dans la startup. Ça te permet en fait de savoir que si ça marche pour tout le monde. De rémunérer autrement que financièrement dans un premier temps. Exactement. D'accord, merci. Lucrèce, est-ce que les études que vous avez faites, ces questions de compétences, de disponibilité, notamment l'étude sur les startups digitales dans le domaine agricole, ont été abordées? Et si oui, en fait, quel est l'état des lieux de la disponibilité des compétences pour les entrepreneurs digitaux? Ok, merci Fauzan. Effectivement, le problème de la disponibilité a été soulevé par plusieurs entrepreneurs, mais aussi le problème de la compétence, pouvoir trouver des compétences locales qu'on va pouvoir payer à un prix convenable, c'est sorti souvent. Notamment, j'ai remarqué que c'est sorti souvent de la part d'entrepreneurs qui sont expatriés et qui veulent investir au Bénin. Je pense qu'il y a aussi un peu un manque de confiance vis-à-vis des compétences locales parce qu'ils ont déjà eu des expériences qui ont été infructueuses et ils ont peur de se frotter encore au marché local. Donc effectivement, c'est un problème qui ressort. Mais je voudrais revenir aussi sur la question que tu as abordée au début, sur le fait de former des jeunes. Effectivement, la plupart, comme Donald et Dr Zanou l'ont dit, sont consommateurs, mais j'ai trouvé aussi une entreprise qui, elle, forme des jeunes, beaucoup plus des jeunes de niveau scolaire sur des domaines très simples comme du codage basique, juste pour éviter de s'ennuyer durant des vacances, mais aussi pour permettre de créer une ouverture d'esprit vers des opportunités autres auxquelles on ne penserait pas. Je reste toujours sur la question des compétences. Est-ce que votre besoin aujourd'hui, il est satisfait par le marché? Est-ce que vos besoins en compétences techniques, le marché les produit pour vous? Je dirais oui par rapport à l'ensemble des technologies que nous frottons. Pour l'instant, on arrive à trouver ce qu'il nous faut sur le terrain. Dr. Ariel? À mon niveau, c'est un peu plus compliqué. On est obligé, par exemple, d'aller chercher des compétences externes. Là, maintenant, il y a un aspect de notre projet, par exemple, qu'on a dû confier à une entreprise française, un autre aspect qu'on a dû confier à une entreprise indienne, parce que justement, les compétences n'étaient pas disponibles sur place. Et on a été obligé parce qu'il fallait quand même évoluer, il fallait proposer des solutions pointues. Et l'autre chose aussi qu'on ne trouve pas sur le terrain, c'est des entreprises qui offrent ce genre de service. C'est-à-dire que au-delà du fait d'aller voir individuellement quelqu'un pour demander sa compétence, moi j'aurais bien voulu par exemple qu'il y ait des entreprises qui s'investissent
En fait, c'est des idées comme ça qui s'investissent, qui aident par exemple les jeunes à acquérir la formation avec un petit contrat qui les oblige à rester pendant un moment avec l'entreprise. Et c'est cette entreprise maintenant qui vient peut-être nous proposer ce genre de solution. Parce que les jeunes aujourd'hui, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'ils ont le quotidien à gérer, d'accord? Nous qui sommes start-up également, on a le quotidien à gérer. Donc quand tu dis à un jeune tout de suite, on se met ensemble, espérant que si ça marche, on se partage les choses. Pour le moment, il a besoin de payer la facture d'eau, il a besoin de payer le loyer, donc c'est plus difficile. Alors que si, par exemple, il y a une entreprise qui investit parce que c'est de l'investissement, s'il apporte de l'argent et qui dit, bon, ok, pour le moment, je te donne l'argent, tu gères le quotidien avec, je te paie peut-être ta formation ou bien je te spécialise dans tel domaine, mais en contrepartie, quand une entreprise aura besoin de nos services, c'est toi qui vas sur le projet et moi, je fais le profit. Une réponse? D'accord. On va aborder un autre aspect du rôle des startups dans l'économie numérique, celui de la dématérialisation. Un grand travail de dématérialisation des services publics. On a la plateforme servicepublic.bj qui permet d'accéder à plusieurs services en ligne, notamment les casiers judiciaires et autres. Et nous savons que pour accompagner cette dématérialisation, il faut avoir des entreprises locales qui puissent proposer ces services-là. Quelle est aujourd'hui la disposition ou l'état des fournisseurs ou des startups digitales béninoises dans le cadre de la dématérialisation? Je vous pose spécifiquement la question parce que je sais que vous avez travaillé sur un projet similaire avec la Chambre de commerce. Donc, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les startups digitales puissent mieux fournir des solutions qui correspondent à ce que le gouvernement veut, ou bien puissent mieux cadrer avec les attentes du gouvernement? Ok, merci. Ce n'est pas vraiment avec la Chambre du commerce que nous avons travaillé. Et avant de parler de start-up, je pense qu'il faut voir au niveau des cybercafés. Vous avez vu, il y a eu une transformation au niveau des cybercafés. Avant, ils offraient de l'Internet. Ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, l'Internet s'est un peu dépassé. Et ils se sont reconvertis et offrent tout ce qui est e-service public en fait. Pour ce qui est des startups comme nous autres, ce que nous faisons, c'est de rendre ces services accessibles à la communauté rurale, notamment pour des producteurs qui ont besoin de documents pour pouvoir avoir du crédit ou bien avoir un certain nombre de contrats. Donc, de nous appuyer sur l'opportunité pour les faciliter. Donc, par exemple, aider un producteur qui n'a pas date de naissance, donc de passer de son RAVI pour avoir la date de naissance sécurisée, une carte d'identité qui lui permet de se présenter devant une structure de microfinance pour demander du crédit. Donc, beaucoup de start-up et beaucoup de jeunes aussi se positionnent de cette façon, que ce soit en ville ou que ce soit dans des zones, je dirais, périurbaines. Ils essaient d'offrir ces différents services-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect contribuer à la conception de ces différentes plateformes-là. Je pense que là, je n'ai pas assez d'informations. Mais faciliter la consommation de ces différentes solutions, beaucoup essaient de rendre ce service disponible. Docteur Rennes? Il faut dire que l'État fait quand même de son mieux pour essayer d'absorber ou de prendre en compte des startups qui développent un certain nombre de solutions. J'en ai cité deux tout à l'heure. Exclusivement dans la FinTech? Dans la FinTech. Il n'y a pas d'autres secteurs de l'entrepreneuriat numérique qui peuvent accompagner la dématérialisation des services publics? Bien sûr, il y en a. Justement, l'autre problème qu'on a aujourd'hui et que mes collègues me remontent très souvent, c'est qu'aujourd'hui, ils voient l'État comme un concurrent. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a des startups qui ont disparu simplement parce que, au lieu que l'État fasse recours justement à ces startups ou bien à ces services, l'État crée le service. Donc, du coup, ils disparaissent.
Je prends un exemple. Hein. Oui. Si aujourd'hui, l'État décide, par exemple, de mettre en place une monnaie électronique ou bien de mettre en place une plateforme de paiement en ligne, vous êtes d'accord que les deux qui sont avec l'État aujourd'hui disparaissent? Ou du moins, s'ils ne disparaissent pas, c'est qu'il y a une grande part de marché quand même qui va... Donc, si je vous comprends bien, l'État ne doit pas se poser un concurrent en fait, des startups digitales. C'est ce que vous voulez dire? Oui, et Vous c'est pouvez les nous donner tests. des exemples de services sur lesquels l'État concurrence les startups digitales? Je vais peut-être y revenir en réfléchissant un peu, sinon il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Vous allez voir, par exemple, que dans le secteur de la santé, je prends le secteur de la santé, il y a une entreprise qui a commencé à faire les services où vous pouvez mettre vos informations, par exemple, sur un support. Je prends le QR code. Je ne sais pas si vous voyez de quelle entreprise je veux parler. Très bien. Voilà. Ça, par exemple, moi, je suis l'État et que je veux mettre en place le projet H. D'accord? Moi, systématiquement, je fais appel à cette start-up-là sur le volet de la santé. Mais l'État, aujourd'hui, ne va pas le faire. L'État va faire appel à des compétences extérieures, peut-être. Bon, c'est ce qui se fait actuellement déjà. Oui, mais ça pose peut-être une autre question qu'on ne se pose pas et que moi je vous pose. Est-ce que ces structures-là, ces startups digitales-là, ont les capacités pour accompagner l'État? Est-ce que réglementairement, est-ce qu'elles ont les compétences, est-ce qu'elles ont l'ossature pour pouvoir accompagner l'État dans la démarche? Je vous pose la question. C'est une très belle question. Et ça me permet en fait de revenir totalement au début quand je disais que je suis allé voir des écosystèmes. Je vous donne l'exemple du Kenya. D'accord? On a eu des témoignages. Hein? Alors, qu'est-ce que l'État kenyan fait? Lorsque l'État kenyan a besoin d'un service et qu'il y a une start-up dans le domaine qui le fait, qu'est-ce que l'État fait? Si l'État considère que cette start-up-là n'est pas assez mature pour offrir le service, l'État va recruter une compétence extérieure, d'accord, mais oblige la compétence extérieure à travailler avec la compétence locale pendant un moment, le temps que la compétence locale prenne le relais. Donc, eux, ils sont dans une dynamique de protéger leur environnement. Ils sont conscients qu'ils ont besoin de compétences extérieures, mais ils n'écartent pas systématiquement les jeunes. Est-ce que chez nous, on écarte les jeunes? Vous savez, quand on va mettre en place le cadre législatif, par exemple, et que dans les tests, on va dire clairement que si l'État décide de consommer des services ou bien l'État a besoin de services, que l'État offre, par exemple, une part de marché, 20% ou 30% aux compétences locales ou bien aux start-up locales, le problème serait résolu. Mais à l'étape actuelle, je ne sais pas. Donc, selon vous, il faut un cadre législatif qui incite l'État à déléguer une partie de son rôle en fait, aux start-up digitales locales. Ailleurs, c'est comme ça. Hein. Ailleurs, par exemple, au Rwanda, par exemple, d'accord, pour le cas du Rwanda, je pense que ça va même jusqu'à 40%. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de part de marché, d'accord, l'État réserve 40% aux champions locaux. Mais la question revient toujours. Supposons que demain, il y a un acte législatif au Bénin qui oblige l'État à réserver 10, 20, 30, 40% de tout ce qui serait marché de solutions digitales aux entrepreneurs digitaux locaux. Est-ce que vous pensez que l'écosystème a les capacités? De combien d'acteurs disposons-nous aujourd'hui? C'est un point qui nous intéresse, on veut savoir. En fait, nous sommes dans une situation un peu particulière. Vous savez, la façon dont nous concevons le développement en Afrique ne devrait pas être la même chose ailleurs. Je suis d'accord avec vous qu'il faut rester dans cette logique-là. Mais vous prenez un pays, je reviens toujours sur le cas du Rwanda. Je vais peut-être essayer de dévier un peu pour que vous puissiez voir ce que je dis. Le président Kagame, la dernière fois, nous disait que quand lui, il a décidé de mettre en place les hôtels à Kigali, il a fait appel aux structures privées de son pays, mais qui non seulement ne voulaient pas prendre le risque parce qu'ils estimaient que c'était un risque trop grand de développer ces infrastructures, de ne pas pouvoir accueillir les gens. Et il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, OK, si c'est ça, je prends l'argent dans la caisse commune, je mets en place les hôtels, d'accord, et vous les gérez.
si une entreprise arrive à bien gérer, l'entreprise rembourse ensuite les sous et avec le temps, ça devient Vous allez voir que c'est une approche qui ne s'entend pas. C'est-à-dire que quand tu dis ça devant quelqu'un, il se dit, mais comment on peut prendre l'argent dans les caisses de l'État? C'est pour vous dire qu'en en Afrique, on est dans une situation particulière où l'État doit faire beaucoup d'efforts pour aider. Parce qu'on ne peut pas. Si on était en Europe, par exemple, vous aurez les compétences tout de suite. Mais on est en Afrique, on n'en a pas. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut systématiquement écarter? Il faut plutôt trouver des solutions pour aider les jeunes qui n'ont pas ces compétences aujourd'hui à les acquérir. L'État peut être même en mesure de dire, bon, OK, si on était assez prospectif, on pouvait se dire d'ici 2025, par exemple, on aurait besoin de telle compétence. Et tout de suite, on peut envoyer des jeunes aller acquérir ces compétences. Il me semble qu'il y a cette vision-là quand même avec l'Agence de développement de Semen City, de pouvoir disposer dans un futur assez proche quand même des compétences assez pointues dans le domaine technique. Mais c'est tant mieux. Donald, Lucrèce. En fait, moi, je voulais juste appuyer l'argumentaire de Cézanne sur le problème de la concurrence qui est ressorti aussi de notre étude. Et tu demandais des exemples tout à l'heure. Nous, l'exemple qui est sorti le plus, c'était les systèmes d'information sur le marché. De nombreuses startups s'étaient positionnées sur ces sortes de solutions numériques, mais lorsque l'État a décidé de le faire aussi, elles n'ont plus trouvé l'intérêt de proposer, elles, leurs solutions, et elles ont complètement abandonné. Donc, effectivement, c'est un problème qui est ressorti dans le cadre de notre étude aussi. D'accord, merci. Une dernière question pour les panélistes avant de retourner vers le public. Elle est relative, et j'imagine que la réponse se devine aisément. Dans tous les différents secteurs que nous avons aujourd'hui, docteur, vous avez parlé de FinTech, par exemple, de KKP, de FEDAP. J'ai à ma gauche Donald qui est dans l'agritech, il agri tout ce qu'on veut. Quel est le secteur où l'entrepreneuriat numérique est en avant de l'éducation des populations au numérique? Parce que je reviens toujours sur notre thématique, c'est les startups dans l'économie numérique. Et l'économie implique de pouvoir éduquer les populations à l'usage ou aux habitudes numériques. Donc, quel est le secteur aujourd'hui qui est à l'avant-garde et comment ce secteur l'est-il et comment peut-on encore renforcer justement ce secteur dans l'éducation des populations dans les usages numériques en fait? Je commence par vous, on fait un dernier tour de table avant de retourner vers le public. Je pense que vous avez la réponse dans la question, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec le mobile money, avec la monnaie électronique, je pense que la FinTech est le secteur qui évolue vraiment au Bénin. Même ceux qui ne sont pas très instruits aujourd'hui sont contraints quand même d'acquérir un minimum de connaissances. Oui, mais est-ce que la FinTech fait de l'éducation numérique des populations à la base? C'est la question, en fait, la question. Est-ce que la FinTech fait de l'éducation numérique? Pouvoir composer un code USSD sur son téléphone, est-ce de l'éducation numérique? Bien sûr. Le numérique, ce n'est pas que les applications mobiles et autres. Là. Le code USSD, par exemple, c'est même le plus adapté dans notre contexte. Parce qu'on a quand même, on a un taux d'analphabétisme qui est quand même élevé. Il y a très peu de gens qui arrivent à utiliser correctement les applications. Moi, je pense que le code USSD, pourquoi pas. Maintenant, après, quelles sont les solutions qui vont pouvoir intéresser? C'est ça, non? Quelles sont les solutions qui vont pouvoir intéresser les gens et qui vont pouvoir les aider? Donat parlait de former les agriculteurs, par exemple. Vous voyez, ce sont des communautés qui sont à la lisière, je ne dirais pas oubliées, mais qui ne sont pas encore pleinement intégrées dans nos habitudes, qui par exemple ont des niveaux intellectuels peut-être pas assez élevés comparés par exemple aux masses urbaines et qui n'ont pas les mêmes réflexes numériques que nous. Et le développement de l'écosystème, c'est justement de pouvoir proposer des solutions et justement nous avons un panel pour ça le mercredi, j'invite le public à prendre le rendez-vous, où on va pouvoir démontrer comment des solutions agricoles, par exemple, peuvent permettre d'aller vers des endroits où il n'y a pas la connectivité, mais comment aujourd'hui les startups peuvent être des acteurs d'éducation et de changement numérique. Comment ils peuvent, c'est déjà intégré dans leur solution, comme il a assez bien dit, un volet formation, un volet accompagnement, parce que quand tu veux proposer une solution nouvelle, une solution numérique à quelqu'un, si tu es conscient que la personne n'a pas tout de suite les aptitudes,
si à côté tu essayes de développer un mécanisme comme des petites formations sur ce que j'appelle les soft skills dans le numérique, par exemple. Ouais. Donc, est-ce que vous considérez toujours que c'est la FinTech qui est à l'avant de l'éducation numérique? Je ne pense pas, mais je n'ai pas non plus de données sur lesquelles je peux me baser pour affirmer si c'est, je ne sais pas, l'agritech ou si c'est l'e-santé qui On va demander à celle qui est dans la recherche si elle a des données pour argumenter. Alors, des données, non, mais sans hésitation, c'est l'agritech, je pense, qui intervient plus au cœur des collectivités rurales pour faciliter l'éducation numérique. Je prêche sans doute pour ma paroisse, mais je pense que concrètement, c'est ce qui se fait sur le terrain. Comme Donald l'expliquait tout à l'heure, la perception du numérique pour le producteur n'est pas tout à fait la même que pour d'autres personnes qui vivent en milieu urbain. Il faut déjà que la personne ait un smartphone. Quand ce n'est pas le cas, il faut pouvoir créer des conditions pour que la personne comprenne dans le langage tech le message que vous voulez lui faire passer. C'est tout un travail, c'est toute une adaptation en milieu local. Fort heureusement, de nombreuses solutions créent des applications maintenant en langue locale avec des vidéos et des audios dans les différentes langues. Mais même jusque-là, il y a un côté ergonomique, pouvoir manipuler l'application sur son téléphone, pouvoir avoir même accès à des technologies pour charger son téléphone, contacter son conseiller agricole de façon aisée. C'est des choses auxquelles nos producteurs, comme je le disais, qui ne sont pas tout à fait dans la même tranche d'âge que la population ciblée par le tech, sont confrontés. Et honnêtement, pour moi, ce sont les entrepreneurs de l'agritech qui sont le plus confrontés à cet aspect d'éducation numérique. Heureusement, comme je le dis, ils sont appuyés par des partenaires techniques et financiers qui sont conscients de cet enjeu et qui soutiennent ces initiatives-là concrètement sur le terrain aussi. Merci. Agritech? Oui, je suis d'accord avec c'est le secteur agricole. C'est vrai que la FinTech contribue, hein, parce que si on va faire aujourd'hui une étude pour savoir dans quel secteur d'activité on a plus d'utilisateurs, c'est la FinTech. Mais est-ce que la FinTech aujourd'hui, lorsqu'elle déploie la solution, elle met en place un plan d'accompagnement des producteurs? Je dirais non. Alors, vous allez sur le terrain, vous rencontrez un producteur qui vous dit que ça fait peut-être 2 semaines que son téléphone ne marche pas. Et il a besoin de votre aide pour pouvoir arranger le téléphone. Vous prenez le téléphone, vous vous rendez compte que pendant 2 semaines, son téléphone était en mode avion. Et qu'il fallait simplement cliquer sur un petit bouton, son téléphone allait marcher. Et donc, du coup, si vous voulez, vous pouvez banalement lui prendre 5 000 francs pour aller arranger ça. Alors, quand vous vous retrouvez face à ça, vous vous dites, écoutez, il ne s'agit pas simplement de développer et mettre à disposition. Il faut le producteur à bien utiliser d'abord son téléphone portable avant de mettre des solutions à sa disposition. Vous avez une solution, une application mobile, vous allez sur le terrain, vous le déployez, vous vous rendez compte que les producteurs n'ont même pas encore, ils n'ont pas de compte Gmail. Donc, du coup, Play Store n'est pas configuré. Pour envoyer l'application, vous devez utiliser Sender, Bluetooth ou bien connecter leur téléphone à un PC. Alors, vous vous calmez, vous prenez son téléphone, vous lui créez un compte Gmail, vous configurez son Play Store, vous installez avant de continuer. Mais si vous faites l'erreur, vous installez le téléphone, vous faites l'application sur son téléphone et vous repartez à la maison, quand vous allez faire une mise à jour, vous devez encore refaire le déplacement et venir le voir pour dire « Donne-moi ton téléphone, je vais t'installer une nouvelle version ». Et donc, vous êtes obligé de former le producteur à bien utiliser son téléphone. Maintenant qu'il maîtrise son téléphone, vous dites « Ok, on peut partir maintenant sur ce que nous avons amené, qui est une application qui permet de faire ci et ça ». Et là encore, il faut former. Beaucoup de développeurs ou bien de coachs disent souvent que lorsque vous développez une application et que vous deviez former l'utilisateur, c'est que votre application est compliquée et qu'il faut encore simplifier ça. Et en théorie, ça marche pour ceux qui ont été à l'école, mais quand vous allez en zone rurale, elle est différente.
Voilà ce que je veux dire. Merci Donald. On va retourner vers le public, prendre les questions. Nous avons, je dirais, 10 minutes pour prendre les questions du public, revenir aux panélistes et prendre les réponses et conclure ce panel. Donc s'il y a des questions, je commencerai peut-être par mon extrême gauche d'abord, puisqu'il n'y a qu'une seule personne là-bas. Est-ce qu'il y a des questions là-bas? Non, s'il n'y en a pas, on continue. Pardon? Des apports. OK. On commence par là, oui, on prend les apports. Excusez-moi, je vais être un peu long. Je sais que... Non, on a 10 minutes pour prendre tous les apports. Donc, je vais prendre 2 minutes. On fera l'effort de respecter 90 secondes par intervenant pour pouvoir prendre tous les apports ou toutes les questions. Alors, merci déjà au panel, merci pour l'échange, le débat très intéressant que vous avez. Alors, je voudrais quand même retenir quelques points sur lesquels j'aimerais quand même que, si avec le panel on est d'accord, je pense qu'on a un vrai problème au Bénin sur la question de l'apport des startups numériques à l'économie ou l'apport des startups à l'économie numérique. C'est vraiment la question de la faible connectivité. On entend souvent et on a entendu beaucoup plus, vous avez beaucoup parlé de zones rurales, Ce matin, il y a eu un panel sur l'infrastructure numérique et il est dit en fait que normalement, il n'y a plus de zones rurales au Bénin. Normalement, la connexion Internet est censée être partout. Les gens sont censés se connecter de partout. Alors que nous savons tous aujourd'hui que si, en tant que start-up, lorsque vous créez une solution numérique, aujourd'hui, on parle sur les événements importants ou sur les grands événements, on parle beaucoup plus. Aujourd'hui, on va beaucoup plus dire le dernier kilomètre qui n'est pas encore connecté et tout. Mais en fait, et si on se réfère aux échanges que vous avez eus tout à l'heure, ce n'est pas une question de dernier kilomètre, c'est vraiment une question de ce que la connexion n'est pas encore, même si elle existe, même si les zones sont connectées, même si des villes, des quartiers sont connectés, l'usage n'y est pas encore. L'usage de l'Internet, des technologies n'est pas encore à la portée de tous, même si vous avez tous les IM de Cotonou qui partent qui se baladent avec un smartphone et tout, la plupart n'utilisent qu'une seule peut-être application, c'est peut-être WhatsApp. Et encore que, là encore, il y a encore des défis. Donc le premier défi aujourd'hui pour que les startups contribuent réellement, c'est beaucoup plus faire évoluer les usages. Et sur cette question, l'État fait beaucoup. Et vous êtes revenu, il y a un débat houleux sur la question sur le panel. L'État fait beaucoup, mais on a l'impression que l'État est devenu start-up. Ça, je le dis, je l'ai écrit un peu partout. L'État béninois se comporte en tant que start-up et beaucoup plus une structure, l'ACI, qui se comporte clairement en start-up, en concurrent des start-up qui imaginent des solutions que des start-up. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des jeunes start-upers aujourd'hui avec des SAEI, avec CMCity. Et le débat la discussion que vous avez aujourd'hui, c'est que 30 secondes. Le jeune peut dire clairement, je n'ai pas envie de présenter ma solution à CMCity, à une structure publique, parce que j'ai peur que l'ACI développe la même solution derrière, j'ai peur que l'État développe la même solution derrière. Il faut qu'à un moment donné, l'État puisse réfléchir à comment co-créer des solutions. Comme dans des écosystèmes en France, le Rwanda, le Kenya, dont on parle beaucoup. Comment co-créer des solutions? Aujourd'hui, il y a eu un chef projet de l'ACI ou de l'ACI qui était là le matin sur un panel. Comment co-créer des solutions avec des startups existantes qui ont déjà développé des solutions comme ça? Il faut vraiment penser à ce que les startups béninoises contribuent réellement à ce que nous voulons faire du pays. Parce qu'aujourd'hui, oui, moi je dis littéralement de 2016 ou de 2015 à aujourd'hui, nous en tant que jeunes de notre génération, nous on est en train de changer le Bénin. Mais ce que vous oubliez, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que toutes ces compétences aujourd'hui qui se retrouvent au niveau de l'État ou des grandes organisations comme MTN, comme Gozem et tout, sont passées dans nos startups. J'ai plein de gars qui sont développeurs, graphistes et tout, qui sont passés dans nos startups, mais qui font aujourd'hui la fierté, oui, de notre pays, qui changent des choses, qui créent des solutions, qui développent numériquement le Bénin. Mais en fait, aucune startup béninoise n'arrive à émerger. Et là, et ça a été réellement partant sur le panel, on n'a pas pu dire concrètement aujourd'hui, à part les impacts, oui, mais quelle est vraiment la contribution des startups dans l'économie béninoise? Et ça, c'est vraiment dommage qu'on en soit encore là et qu'aucune startup n'arrive à émerger. J'en suis dedans. Et on est obligé de dire,
l'État doit apprendre à travailler avec les startups. Merci, vous avez largement dépassé votre temps. Nous allons passer ici, mais avant de passer la parole ici, j'aimerais juste rebondir sur deux choses là. Le monsieur a parlé de comment co-créer des solutions. Prenez le rendez-vous demain après-midi. Il y a un panel justement sur transformation digitale au niveau du secteur public et des collectivités locales, comment co-créer des solutions. Et donc, si vous voulez parler de co-création entre l'État et le secteur public, le panel en parlera demain après-midi. Prenez ce rendez-vous. Donc, c'était juste pour passer cette information par rapport à ce panel de demain après-midi sur la thématique que vous avez abordée. On passe à la seconde rangée. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à tous les panélistes. C'est un panel qui est quand même d'un niveau appréciable. Moi, je vais aborder quelques points, celui de la concurrence de l'État avec les startups. Je pense que c'est un débat qu'on peut mener pendant tout le temps, quoi. Mais chacun tirera un peu le trait de son côté. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Peut-être qu'il y a des codes que je ne comprends pas. Mais moi, j'ai l'impression que les startups oublient quelles sont des entreprises. Et moi, j'ai l'impression que les startups béninoises, celles que je regarde le plus, on a l'impression que les startups qui émanent en griffe, on a l'impression, moi c'est l'impression que je vois, que j'ai, les startups qui émanent à la limite à l'État, mais offre-moi des opportunités, offre-moi ceci. Mais le rôle d'une entreprise, peut-être parce qu'on est des jeunes et qu'on est dans le secteur des technologies, mais le rôle d'une entreprise, je n'apprends à personne, du moins moi je ne suis pas entrepreneur, donc je n'ai pas de leçon à donner aux entrepreneurs là-dessus, mais le rôle d'une entreprise, c'est d'aller sur le marché, proposer des produits ou des services qui répondent à un besoin, développer son marché et acquérir des clients, enfin, de façon un peu basique. Donc, quand on se retrouve dans notre milieu où on a des startups qui, alors qu'on oublie même qu'au niveau de l'État, ce sont des jeunes béninois qui travaillent dans ces structures-là, où aujourd'hui, celui qui m'a précédé l'a bien dit, c'est des jeunes béninois qui travaillent au niveau des structures qui ont été nommées. Pourquoi aujourd'hui les startups béninoises se retrouvent dans ce schéma où, à la limite, on quémande? Aussi, moi j'ai un problème, il y a aussi un problème de l'adaptation des solutions proposées proposées par les startups béninoises aux réalités. Tout le temps, on entend les startups dire, voilà, il y a des réalités, on a tel taux d'analphabétisme, tel taux, mais les solutions qu'on propose, malheureusement, ne sont pas adaptées à ces cibles-là. Moi, j'ai un problème avec les applications. Quand moi, on me présente un projet, oui, c'est une application, je dis, mais déjà, quelqu'un a dit tout à l'heure, combien de personnes sont connectées, combien de personnes comprennent comment on utilise une application, d'où la question de l'éducation au numérique. Et aujourd'hui, même les applications qui ont réussi à pénétrer le marché béninois, c'est un peu WhatsApp. WhatsApp aujourd'hui, même l'illettré utilise WhatsApp. Il y a quelques années, WhatsApp était vu par les parents de certain âge comme un objet de dépravation. Mais aujourd'hui, presque tous les parents utilisent WhatsApp parce qu'ils peuvent faire des notes vocales, ils peuvent envoyer des vidéos, ils peuvent envoyer des photos. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi cette question-là sur laquelle les startups doivent beaucoup travailler, adapter les solutions qu'on propose à notre cible, à notre marché. Parce que si on doit répliquer une solution qu'on a trouvée, qui a marché en France, qui a marché ailleurs, qu'on la réplique forcément chez nous, moi je pense que c'est le rôle des startups, des structures de recherche, de trouver des méthodes qui leur permettent de proposer des solutions qui sont adaptées à notre cible, à notre marché qui est déjà connu. Il y a aussi la question du marché, qui est très restreint. Et les startups, en majorité, en général, je pense que si on est une startup béninoise et qu'on réfléchit, Bénin, c'est sûr qu'on ne va pas réussir.
parce que le marché, il est très petit, il est très restreint. Donc, quand on est une start-up béninoise, il faut penser marché sous-régional, marché africain. En tout cas, il ne faut pas rester dans le giron du Bénin et se dire, bon, on a une start-up, on va proposer un produit réussi et s'en aller, parce que le marché... Alors, les start-up comment? Je suis d'accord. Mais je dirais, à l'étape où nous sommes, est-ce que vraiment on a le choix? On n'a pas vraiment le choix. C'est vrai que je prends notre secteur d'activité, le secteur agricole. Nous avons 3 types de solutions. Pour accompagner les producteurs, nous nous appuyons sur la messagerie vocale, sur des vidéos de vulgarisation, en langue locale bien sûr, et sur des applications. Le conseil agricole est gratuit. À l'étape actuelle, aucun producteur ne paye pour recevoir du conseil agricole. Donc, quand l'État va faire du conseil agricole, c'est gratuit. Alors, nous venons, on se rend compte, on dit, OK, dans le conseil agricole, de façon dont c'est fait actuellement, il y a des informations qui manquent. Les producteurs ont ce besoin d'avoir de l'information, par exemple, sur l'évolution des produits sur le marché, pour que dès qu'ils quittent la maison, qu'ils puissent savoir sur quel marché ils doivent aller vendre. La question de météo. Il y a certaines informations où nous pensons que nous pouvons fournir ces informations. Pour rencontrer un producteur, il faut faire en moyenne 10-15 km pour aller rencontrer un producteur. Et vous allez dans ce village, à peine vous retrouvez 10 qui ont peut-être la possibilité d'utiliser votre solution. Même si ces 10 sont vos clients. Combien de clients il faut trouver pour être assez rentable? Vous allez, les gars vous disent clairement que le conseil est gratuit. Ils ont l'habitude, le conseil est gratuit. Les projets comme la GIZ et d'autres partenaires, beaucoup d'autres partenaires, projets, programmes, c'est vrai que maintenant c'est en train de changer. Quand ils invitent des producteurs pour offrir ce conseil agricole qui est gratuit, parfois ils sont obligés de payer le producteur pour mobiliser le producteur. Ça, c'est une réalité. Alors nous venons, nous disons, nous avons notre solution, payer pour avoir notre solution. C'est difficile. C'est quasiment impossible. Et ce que nous faisons aujourd'hui pour survivre, c'est de nous appuyer sur les projets, programmes qui existent pour dire, vous voulez atteindre ce résultat, on peut s'appuyer sur notre solution pour aller de l'avant. On dit à l'État, si vous nous aidez à déployer notre solution à grande échelle, on est sûr qu'avec ce nombre qu'on peut toucher, on sera rentable. J'aime souvent dire que dans le secteur agricole, ce n'est pas le développement de la solution qui est problème. Vous avez 2-3 millions, vous avez déjà fini de coder votre solution, elle est disponible. Mais pour déployer la solution, avant d'avoir 1000 utilisateurs, c'est pas comme, que le docteur Harel m'excuse, c'est pas comme des solutions dans le secteur de la santé où vous pouvez directement faire des publicités à la télévision, sur les réseaux sociaux et rapidement vous avez vos 1000 utilisateurs. Chez nous, les 1000 utilisateurs, c'est des personnes qu'on maîtrise, c'est des personnes avec qui on a été, qu'on a dû convaincre pour être les utilisateurs. Et dans ce cas, c'est quasiment compliqué. C'est vrai que l'État aujourd'hui est en train de confier le conseil au secteur privé. Même avec ça, c'est toujours gratuit. Nous espérons que ça va changer. Et donc, on est obligé de demander à l'État, en griffe qui est comme notre père, de penser toujours à nous et de voir comment est-ce qu'il peut toujours faire pour pouvoir nous aider à être durable. La formule de fin m'a scotché. Bon, l'État qui est notre père. Je vais vers Dr Harel rapidement. 90 secondes pour répondre et on passe à la troisième rangée. OK. Moi, je vous excuse parce que vous n'êtes pas entrepreneur. Je vous excuse parce que, vous savez, quand on parle de start-up, c'est déjà une entreprise entre griffes handicapée. Il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple sur le plan politique dans notre pays. À l'Assemblée, aux prochaines élections, systématiquement, l'État dit qu'il faut minimum 24 femmes. Oui, c'est ça de la discrimination positive. Est-ce que pour autant, les femmes ne pouvaient pas se battre pour atteindre ce nombre-là?
C'est parce qu'on a vu que à problème spécifique, solution spécifique. Et c'est la même chose dans notre domaine. C'est-à-dire que vous avez, nous considérons comme une pépinière, mais une pépinière qui n'est pas résistante simplement parce que les facteurs extérieurs ne nous sont pas favorables. Donc quand vous plantez le maïs au Bénin, parce que les conditions sont réunies, le maïs va pousser, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous ramenez de la fraise, vous êtes obligé de faire par exemple votre fraise dans une serre. Et là, vous changez les conditions. Donc, c'est dans la même analogie. Donc, si aujourd'hui, on veut faire développer les startups, en fait, ce n'est même pas quelque chose que nous allons inventer. C'est quelque chose qui existe. Même en Europe, les gens ont même des zones... en France, il y a la station F, en voilà. fait. Vous comprenez? Si je devais répondre, si le docteur me permet, si je devais répondre à cette question, je dirais l'État ambitionne de favoriser la promotion de l'emploi des jeunes, le développement économique. Pour cela, l'État doit mettre en place un cadre incitatif qui permet l'éclosion de tout ce qui est innovation. Je suis d'accord avec vous sur la question de est-ce que les entrepreneurs ne quémandent pas trop? Mais il faut poser la question autrement. Est-ce que le cadre législatif, est-ce que le cadre réglementaire, est-ce que le cadre économique qui existe permet aux entreprises ou aux startups digitales d'éclore et de scale? C'est la seule question. Si le cadre permet, en fait, normalement, les entrepreneurs n'auront plus à quémander. Mais si le cadre n'existe pas, si le cadre ne le permet pas, alors on demande alors aux entrepreneurs de quémander. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire un plaidoyer, c'est de mettre en place différents mécanismes pour que les entrepreneurs digitaux puissent avoir ce qu'il faut. J'ouvre cette parenthèse rapidement. En France, quand l'actuel président a été élu, il a dit « Nous voulons être une société de savoir, une société d'innovation. Et nous encouragerons toutes les personnes qui viendront développer cela chez nous. » Ça a été, en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Station F, on en a parlé, mais plusieurs autres cadres. Aujourd'hui, sur le bilan que j'ai vu passer lors des élections passées, c'est plus de 1000 futures licornes, en tout cas plus de 1000 startups qui ont levé des centaines de millions d'euros qui sont nées parce que le cadre a changé, parce que les incitations gouvernementales sont venues. En Tunisie, où il y a eu la première startup sur le gouvernement, par exemple, dès que vous avez ce label, l'entrepreneur a bénéficié de plusieurs accompagnements. On lui dit, on sait que tu es jeune, on sait que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, l'État t'accompagne pour ceci, pour cela. Et derrière, il y a un bilan qui se fait pour voir si cet accompagnement de l'État est productif. Il ne s'agit pas juste d'accompagner, de jeter de l'argent, mais il y a un bilan qui se fait. Combien d'entreprises ont été créées, par exemple, par les solutions digitales qui ont été accompagnées, qui ont été labellisées? C'est pour cela que la question a été posée aux panélistes de savoir, aujourd'hui, à combien chiffrons-nous les entreprises dans le secteur digital au Bénin? Quel est leur impact économique, en fait? Et si l'État décidait justement d'ouvrir ce cadre, de réglementer, il revient à l'État de dire j'ai apporté tel appui, tel accompagnement. J'aimerais savoir aujourd'hui quelles sont les retombées de cet appui, de cet accompagnement-là. Et je referme cette parenthèse, je passe à ma troisième rangée. Bonjour à tous. Je crois que par rapport à ma question, il est important de me présenter. Moi, c'est Deguénon et je suis le directeur de Bénin Web TV. Et pourquoi je le dis? Parce que souvent, lorsqu'on parle donc de start-up numérique, on a tendance à occulter ceux-là qui travaillent au niveau de la presse, mais qui sont également sur le numérique. Vous savez, nous, ça fait bientôt 8 ans que nous existons et nous avons proposé de la solution 100% web. Donc, tout ce que nous faisons, même si c'est de l'information que nous diffusons, mais c'est quand même des solutions 100% web. Et aujourd'hui, nous avons travaillé au point où nous sommes, en termes d'audience, aujourd'hui au Bénin, le numéro 1. Donc, nous avons pratiquement plus d'audience que presque tous les autres sites. Mais lorsque nous parlons de numérique, qu'est-ce qui se passe? Et là, je rejoins d'ailleurs un peu le docteur. Dans la classification, c'est un foutou. C'est un foutou et ce foutou ne permet pas d'avancer, ne permet pas de savoir réellement ceux-là qui innovent, ceux-là qui apportent des solutions et surtout ceux-là qui contribuent effectivement à l'économie du pays. Parce que lorsque nous prenons en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, je sais que le chiffre d'affaires que Bénin Web TV a, ça dépasse largement beaucoup d'entreprises, mais qui sont soutenues à coût de millions. Alors, finalement, vous vous dites, parce que vous n'êtes peut-être pas dans les fintech, ou peut-être que vous ne développez peut-être pas des solutions pour l'agriculture, est-ce à dire que du coup, vous n'êtes pas une entreprise numérique? La question se pose.
C'est pour ça qu'il est très, très important qu'effectivement, nous travaillons à trouver le bon cadre législatif pour que chacun sache exactement, ou bien qu'on redéfinisse correctement les critères pour éviter ce foutu. Et l'autre chose, c'est toujours par rapport au fixe. Moi, je sais que chaque fois que je paye mes impôts, et d'ailleurs pour l'année 2021, lorsque j'ai fait un peu le bilan par rapport à mon chiffre d'affaires et ce que l'État a perçu, je me suis rendu compte que l'État a pris presque 10% de mon chiffre d'affaires. Juste pour l'impôt. L'État a pris 10% de mon chiffre d'affaires. Je ne parle pas de mes bénéfices, donc du chiffre d'affaires. Et c'est dans ce même chiffre d'affaires après que je dois payer mes collaborateurs, payer le loyer, etc., etc. Et dans tout ça, vous savez qu'il y a une ligne d'impôt où on me dit que je dois payer une somme pour l'OATB. Sachant que l'OATB, c'est le service public, et l'OATB est un concurrent direct à moi. Donc, je suppose que s'il y avait un cadre législatif bien défini, que peut-être que cela ne se poserait pas. Parce que comment comprendre que moi, qui suis un concurrent direct à l'OATB, je dois encore payer de l'argent pour l'OATB? Ça pose un problème. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on nous dit que l'État devient parfois un concurrent au secteur privé, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais cela pourrait être réglé si, par exemple, au lieu que les startups continuent pas à penser que l'État va vraiment les soutenir, mais pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas des moyens à ce que, par exemple, au niveau de l'impôt, qu'on puisse dire, bon, OK, si vous êtes start-up, voilà les avantages, voilà. Donc, on peut mieux reprendre les choses. 30 secondes. Oui, d'accord, merci. Donc, on peut mieux revoir les choses et vraiment inciter les entreprises qui sont dans le numérique à bien progresser. Je vous remercie. Merci. Troisième rangée, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas, on passera à la quatrième rangée. Nous notons bien l'apport du directeur de Bénin Web TV. C'est vrai que sur le panel, nous n'avons pas abordé la question spécifique des e-médias, mais ça fait partie justement des entreprises digitales et évidemment qu'un cadre législatif très clair et bien réglementé permettrait d'aborder les questions que vous avez soulevées. Quatrième rangée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Mahmoud Sarokou. Je suis le promoteur du Startup Cégep Bénin. On est purement dans la formation digitale, c'est-à-dire la mise à disposition des ressources humaines pour les entreprises. Nous formons et pour nous avons fait l'entrepreneuriat. Mais je remercie le patronat. Je ne savais pas les gens qui avaient un patronat pour les startups. Je remercie leur présence. Ce que j'aimerais demander comme question, qu'on nous aide par rapport à l'environnement des startups, surtout nous qui sommes dans la formation. Parce que ça passe comment? De base, développeur web full stack de base, nous avons initié Startup Cégep Bénin afin de former les jeunes qui ont envie d'entreprendre dans le numérique, mais qui n'ont pas les moyens. On s'attend sur un accord. C'est-à-dire, si la formation est à 200 000, nous pouvons acheter la moitié, nous te formons. Et tu travailles pour nous en tant que freelance, si un contrat donné pendant une période donnée, nous te libérons après. Seulement que, comme l'avait dit le président du patronat, nous payons l'impôt comme les autres entreprises simplement. Officiellement, on n'est pas enregistré comme startup. C'est Cégep Bénin simplement qui est enregistré en tant que sigle. Mais dans notre activité, c'est un Cégep Bénin. Maintenant, d'abord, par quelle formalité a intégré d'abord le patronat, l'association des startups du Bénin 7, et secondo, comment nous aider, nous autres, qui sont purement dans la formation, afin que nous puissions un peu être moins essoufflés, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le jeune diplômé, étudiant du campus, finit sans emploi. Grâce à nous, nous l'accompagnons pour son gestion professionnelle. Donc, nous apportons alors, normalement un plus à l'État. Donc, il pense à ce qu'il puisse nous accompagner dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question au niveau du panel. Il y a beaucoup de questions au niveau de cette rangée. Hein. Donc, honnêtement, s'il vous plaît, on va essayer de respecter les 90 secondes. On a noté la question, elle était adressée au président du patronat. On va prendre la deuxième question ici, la troisième, et aller vers l'arrière de la rangée. Ok, moi c'est Roch Aroton. Je suis le président du bureau Bénin du réseau africain pour le maintien de la paix. Alors, ma première question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des startups béninoises qui interviennent sur la question de paix et sécurité?
C'est de savoir aussi, Monsieur le Président, si vous en avez connu lors de vos voyages au Kenya ou au Rwanda. La deuxième et dernière question, c'est de savoir, puisque tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut légiférer, est-ce que vous avez mené des démarches? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont en cours? Merci. Merci pour votre concision. Moi, c'est Isaac Kofi. Je suis CEO de Césion. Nous sommes une start-up qui développe des solutions dans l'écosystème DeFi, dans la finance décentralisée. Nous, le problème que nous avions, en fait, nous n'avions pas un problème de marché, mais nous avions un problème de cadre législatif. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi vraiment pour les solutions que nous développons. Et ça fait que nous, on a de difficultés à travailler avec les partenaires techniques et financiers, tout ce qui est banque. Aujourd'hui, nous avons des difficultés et je voulais savoir, est-ce qu'on peut nous aider, nous autres? Parce que tout ce qui est technologie blockchain, c'est vrai qu'on en parle, on parle de réalité virtuelle, on parle de NFT, mais tout ce qui est technologie pour échanger de la valeur. Aujourd'hui, si je veux je veux faire sortir de l'argent, je veux permettre aux entreprises au fait de se connecter à tout ce qui est finance décentralisée, c'est difficile, il y a beaucoup d'ambiguïté et vraiment il faut qu'on nous aide, nous autres, pour que nous existons, parce que nous avons une difficulté à exister, parce qu'on n'est pas reconnu comme tel. Ce qu'on propose comme solution, c'est difficile de pouvoir les mettre en place réellement. Merci. Nous passerons juste, voilà. Bonsoir à tous. Chez moi, on dit dans un village aveugle, le borgne est roi. Dans mon pays, quand on demande à savoir si vous connaissez une start-up au Bénin, on vous dira tout simplement c'est l'État ou bien le gouvernement béninois qui est une start-up. Alors, ma question est beaucoup plus au patronat. C'est vrai, au Bénin, on a tout à vous envier parce que vous avez développé assez de choses, bon, à part la fibre qui est beaucoup plus chère ici. Ma question est la suivante. Quelles sont les actions que vous menez dans le patronat, en tant que patronat des startups, pour accroître les compétences et faire venir les compétences de l'extérieur? Parce qu'il y a les Béninois qui sont partis à l'extérieur pour aller étudier. Quelles sont les actions que vous menez? Et j'espère que vous n'entendez pas le gouvernement aussi pour résoudre ce problème-là. Quelles sont les actions que vous menez pour faire venir ces compétences-là? Et puis, que ces compétences aussi aident leurs petits frères ici à avancer, en fait. Merci. Merci. Derrière, sur le même rang, pardon, il y a deux personnes. Oui. Bonsoir, je suis Terence Kenom, juriste de formation et promoteur de Rockbook, une plateforme de lecture en ligne. J'ai deux questions et un apport. La première question, c'est concernant le Code général des impôts. Aux articles 223, 224 et 232, il est question en fait de l'imposition de toutes les affaires qui sont réalisées au Bénin à la TVA. Alors ma question c'est, lorsqu'on exige des plateformes électroniques de payer la TVA, est-ce que quelque part ça ne limite pas cette volonté de pousser en fait à l'utilisation du e-commerce? Je prends un exemple. Par exemple, on sait que les livres sont exonérés de TVA. Mais dès lors que quelqu'un veut vendre un livre par une plateforme de commerce électronique, ça veut dire qu'on doit, on doit imposer, on doit ajouter la TVA. Du coup, on peut avoir une différence de prix entre le prix qui est affiché au niveau de la plateforme et le prix dans un marché physique. Et ça peut décourager quelqu'un qui veut acheter sur une plateforme électronique. Quand je prends le développeur, est-ce qu'il sait qu'il doit respecter, par exemple, la propriété intellectuelle ou bien le droit des marques? L'apport que je voudrais faire, c'est par rapport au code du numérique. Il semble y avoir, si je peux me le permettre, une erreur de frappe aux articles, les articles qui traitent de délai de rétractation. Il y a le premier article qui indique que le délai de rétractation est de 15 jours et les articles suivants disent que ce délai est de 14 jours. Mais en fait, ce qui attire plus l'attention, c'est que non seulement ces articles disent que c'est de 14 jours,
mais ils disent que c'est de 14 jours comme le premier article le dit. Donc on se demande, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de frappe? Merci. Merci. Ici Théodore Boyou, spécialiste agritech et climatech. En matière de préoccupation, c'est beaucoup plus un apport. Moi, je pense qu'en tant que start-up, on dit, lorsque vous venez dans un environnement où les conditions ne sont pas remplies, il faudrait bien créer ces conditions-là soi-même, mais l'idéal serait beaucoup plus d'aller en synergie. Et quand je prends le cas de l'agriculture, nous remarquons qu'il y a beaucoup de startups qui offrent peut-être les mêmes services, mais qui vont vers la même cible, mais de manière dispersée. Il arrivera un moment où nous serons accusés en tant qu'acteurs agritech d'être la cause d'une certaine désorganisation de l'information en matière agricole, à telle enseigne que d'abord même, le producteur finira par refuser tout ce qui est solution, tout ce qui est innovation en matière d'agriculture. Et je voudrais c'est ce que nous faisons par exemple, inviter à ce que, même en tant que start-up, que la préoccupation première ne soit pas forcément de se dire je vais me faire du chiffre, mais d'aller à une alphabétisation numérique des agriculteurs pour être vraiment sûr, comme le confrère M. Tchaou l'a dit, pour être vraiment sûr que le producteur maîtrise l'utilisation. Et c'est à juste titre que nous avons initié, par exemple, si vous me permettez, la Journée africaine des agriculteurs digitaux qui fera suite à un programme d'alphabétisation numérique pour dire que nous n'attendons pas forcément que l'État prenne une initiative avant de pouvoir s'ajuster, mais nous voulons, coûte que coûte, aller vers une digitalisation beaucoup plus responsable et durable, mais en nous basant sur les agriculteurs, en les formant, en les outillant. Merci. Merci pour votre rapport. Il n'y a plus de questions au niveau de cette rangée. La dernière question au niveau de la rangée. La dernière. Bonjour tout le monde. Ok, Oui. Moi je vais être rapide. Moi j'évolue plus dans les jeux vidéo. Un peu, et c'est un secteur très très rentable en Europe. Même ceux qui font des recherches doivent savoir de quoi il s'agit, les jeux vidéo 3D. Mais il est remarqué que les gens ne sont pas vraiment... Ce qui est remarqué, les gens ne sont pas vraiment informés par rapport au métier du numérique au fait, en Afrique. Moi, je voudrais qu'on revienne encore sur ça, les métiers. Je ne sais pas si en Europe, il y a d'autres métiers qu'ils font qui leur sont rentables, ou en Afrique, c'est les mêmes qu'on connaît, développeur web, community manager, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres métiers vraiment qui émergent en Afrique? Vous voyez un peu. Autre chose, est-ce que l'État a prévu, de la même manière qu'ils ont fait sortir CMS City pour les étudiants, les écoles du numérique, tout ça, est-ce que l'État a prévu aussi une éducation pour ceux qui tournent vraiment de l'argent? Parce que vous allez voir des gens, même qui sont des cadres, qui ne connaissent rien du numérique. Ils ont peut-être des petits téléphones, ils ne savent même pas quoi. Est-ce que l'État a prévu une formation si pour eux? Parce que nous, les startups, si on veut donner notre produit, c'est forcément à ceux qui tournent de l'argent. Mais si ceux-là même ne sont même pas informés qu'il y a telle chose du genre, mais comment on peut vendre nos services? Est-ce que l'État aussi a prévu une formation pour eux? Merci. Merci. On va répondre d'abord aux questions de cette rangée. Et si le temps nous le permet, on verra si nous pouvons prendre des questions dans l'autre rangée. Je vous prie de m'excuser d'abord. On va essayer de prendre le temps de répondre aux questions. Et avant de passer la parole aux panélistes, j'aimerais rappeler qu'il y a certaines questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre ici, parce que n'étant pas du service des impôts, parce que n'étant pas du service législatif, tout ce que nous pouvons faire, c'est peut-être à la fin de faire un rapport de ce panel et de partager le rapport avec les personnes concernées. Éventuellement, si action est faite, tant mieux. Mais je me vois, en fait, je ne suis pas en mesure, ni les membres du panel, de répondre aux questions, par exemple, sur la TVA et autres, en espérant que peut-être les voix indiquées sauront entendre ça et peut-être vous apporter une réponse. Donc, je vais commencer par le président du patronat, qui va répondre aux questions qui lui ont été adressées. Ensuite, je pense qu'il y a Donald ici qui a aussi une question à aborder. Et si nous avons le temps, nous passerons à la dernière rangée. Ok, je vais essayer de répondre aux questions auxquelles je me suis... Ah, okay. Je rappelle rapidement les questions. Super, ça marche. Il y a la question qui est relative à comment... Bon, je ne sais pas si c'est une question à laquelle il faut répondre. Comment être moins essoufflé? Celui qui a dit que les entrepreneurs sont essoufflés, qui souhaiteraient savoir comment les accompagner pour être moins essoufflés. Peut-être que le CCMN vous voudra dire comment les aider à être moins essoufflés. Ensuite, il y a comment, est-ce qu'il y a des startups dans le secteur de la paix et de la sécurité? Ensuite, il y a comment est-ce qu'on adhère au patronat des startups?
il y a une question qui est relative à comment aider les startups, mais bon, je ne pense pas que ce soit à nous d'y répondre. Quelles sont les actions du patronat pour rapatrier les compétences béninoises qui sont hors du pays? Voilà un peu les quelques questions auxquelles il faut répondre rapidement. OK. Pour ce qui concerne la question relative à est-ce qu'il y a des startups qui sont dans le domaine de la paix, de la sécurité, oui, j'en ai rencontré énormément. Et justement, c'est un sujet sur lequel, hier nuit, par exemple, je discutais avec un membre de notre délégation. Il est au niveau étatique. Ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est que il y a des questions sensibles, d'accord, comme la paix, la sécurité, sur lesquelles on a tendance à négliger, mais qui sont des questions importantes et qui parfois créent de la richesse. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des startups qui se font, par exemple, accompagner par des organismes internationaux quand ils décident d'organiser des assises de jeunes pour leur parler de comment promouvoir la paix, de comment assurer sa propre sécurité, de comment contribuer à la sécurité au sein de la communauté. Tout ça, il y a des startups. Mais toujours est-il que quand on parle de start-up, il faut définir également le modèle d'affaires, c'est-à-dire le business model. Est-ce que je vends un service directement à des personnes ou bien je fais chercher, parce qu'il y a des fonds partout. Et il y en a, surtout au niveau des organismes internationaux, il y a beaucoup de fonds. Il suffit en fait de bien établir son business plan, de se dire, moi, mes clients, en tant que start-up, c'est les organismes internationaux, c'est des fonds qui sont disponibles, ou bien je regarde dans le budget de l'État, où est-ce que je peux aller grignoter de l'argent. Donc, je présente correctement mon service, je mets en œuvre et je vais chercher de l'argent pour le faire. Donc, la réponse, c'est oui. Il y a beaucoup de start-up dans ce secteur-là. Et je reviens sur ce que je disais. Aujourd'hui, vous savez, les pays comme les nôtres, où on a encore la chance d'avoir quand même la paix, d'accord, on ne se rend pas réellement compte de la richesse que constitue cette paix-là. Il y a des pays qui ont connu des choses effroyables. Hier, par exemple, j'étais sur 30 secondes. Oui, j'étais sur le mémorial des génocides au Rwanda, mais c'est effroyable. Donc, quand tu les vois aujourd'hui disciplinés, quand tu les vois dans une certaine posture, tu comprends que, attention, c'est que si on bascule, il faut faire attention. Donc, moi, j'encouragerais même les startups qui s'investissent dans la paix, dans tout ce qui concerne la sécurité. Alors, pour adhérer au patronat, le mode opératoire est tout simple. C'est une association à but non lucratif qui est enregistrée. Donc, on vous présente les tests, d'accord, le statut, le règlement intérieur, vous lisez. Et si vous pensez que ça répond à vos trucs, vous adhérez comme... En fait, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au patronat avant d'être considéré comme start-up. Hein. Le patronat, c'est une association qui a ses tests et tout. Vous lisez, si ça vous convient, vous y adhérez. Il y a une dernière question. La question sur le rôle ou les actions du patronat pour accroître les compétences et ramener les compétences qui sont hors du pays. Ça faisait partie de nos premières activités. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de répertorier ce qui existe comme start-up béninoise qui était à l'extérieur. Et on est même allé loin. Je pense qu'en 2018, j'étais allé à Bordeaux pour rencontrer des jeunes béninois. Ils étaient venus un peu de partout de la France, qui avaient quand même des idées intéressantes, avec qui ce qu'on a fait un travail de fond. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir les secteurs dans lesquels ils étaient et on les a fait correspondre avec des jeunes qui étaient dans le même secteur pour voir comment ils pouvaient évoluer. Mais le problème, quand on a évalué, c'est que, vous savez, l'innovation, ça évolue très vite. Et les nôtres ici ne sont pas dans cette prédisposition-là. Donc, du coup, très vite, le projet est devenu obsolète parce que pendant que toi, tu viens demander des informations que les autres ont abandonnées, tu viens demander... aujourd'hui, on parle des designers UX, c'est ça, non? Oui, UI, UX. Voilà. Le monsieur, il est de l'autre côté, mais toi, tu es toujours dans le passé. Ça va être difficile pour lui d'évoluer. Donc, on a eu ce problème-là. Néanmoins, dernièrement, il y a eu une start-up américaine
Est-ce que c'est une start-up ou du moins une société américaine, d'accord, 30 secondes. Qui est en son sein un Béninois qui a décidé en fait d'accompagner un certain nombre de start-up justement dans la formation, dans l'accompagnement. Je vais essayer de chercher l'information et vous la mettre à disposition. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire que nous on voit ce qui se fait ailleurs, voir comment on peut capitaliser pour permettre à ceux qui sont ici de pouvoir en bénéficier. Techniquement, nous avons consommé les 2 heures qui nous ont été allouées. Mais je suis prêt à prendre une dernière question dans la rangée là-bas pour ne pas faire de jaloux. Une dernière question dans la rangée et on avance. Est-ce qu'il y a une question là-bas? Est-ce qu'il y a une autre question à part le collègue? Oui, on prend la question au fond. Merci beaucoup. J'irai par 4 chemins. Je voudrais juste demander, en réalité, tout ça concerne toujours le patronat. Et quelle est l'étude ou bien quel est le projet sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement qui concerne les startups, les nouveaux startups surtout, et surtout les opportunités que vous créez pour les startups béninois? Merci. D'accord. Je pense que le président va vous répondre à la fin de la session. Comme la session est finie, il va vous répondre à la fin de la session. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, je suis désolé. Les panélistes sont disponibles dès qu'on aura clos cette session. Vous pouvez les aborder en B2B pour pouvoir avoir des réponses. Je ne pourrais malheureusement plus refaire encore un tour de table avec les panélistes. J'aimerais juste vous rappeler que l'UCRES ici conduit une étude actuellement avec le consortium Asset et Acumen Network qui est relative à l'état actuel de l'écosystème numérique au Bénin et à la maturité des startups digitales. Donc, s'il y a des entrepreneurs ici qui n'ont pas encore participé à cette étude, veuillez la voir à la fin ou elle vous verra à la fin pour essayer de vous intégrer pour qu'elle soit la plus exhaustive possible. Sur ce, avec votre permission, j'aimerais remercier très chaleureusement les panélistes, Dr Harel, Lucrèce et Donald. J'aimerais que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Ils nous ont accordé 2 heures de leur précieux temps. J'aimerais les remercier pour la qualité de nos échanges. Il y a des points qui ont été abordés. J'aimerais vous remercier, vous aussi, public, pour les questions que vous avez posées, pour vos apports. On a eu de très bons apports. Il y a eu des questions relatives à la blockchain, aux questions thématiques, aux questions des métiers du numérique. On n'a pas la prétention que le panel pourrait répondre à tout. Et donc, on note ces questions et évidemment, on essaiera, en tout cas en fonction de ce qui est possible, de répondre au fur et à mesure lors des prochains panels à ces questions. Je rappelle à titre informatif, si vous me le permettez encore, que demain, il y aura un panel, demain après-midi, qui sera consacré à la question de la co-création. Ça a été abordé par au moins 2 intervenants. Il y aura un panel qui portera sur cette question. Je rappelle aussi que le mercredi matin, nous aurons une keynote de Farmerline, qui est une startup du Ghana, qui a récemment levé 8 millions de dollars pour croître. Et c'est une startup qui nous parlera de comment, justement, on parle de accès à Internet, développer des solutions digitales pour des populations qui n'ont pas accès à Internet. Vous êtes cordialement invités à cela. Et pour les entrepreneurs qui ne savent pas comment lever des fonds, je vous rappelle qu'on a une session le mercredi soir, un talk show avec Oumar Bass, où il nous parlera justement de comment il a levé 1,2 million de dollars l'année dernière pour accroître le développement de sa start-up au Sénégal. Il nous viendra du Sénégal le mercredi. C'est sur invitation. Approchez-vous des collègues derrière pour avoir les invitations si vous êtes intéressés. Je vous remercie tous. Je retourne la parole à celui qui nous a introduits et je le remercie. Merci Fawzat. Merci à tous. Veuillez les ovationner, s'il vous plaît, encore une fois. Si les photographes officiels sont là, veuillez vous tenir debout. On va vous prendre une photo du panel. Merci encore une fois. Merci pour cette brillante conclusion. Merci pour ce très beau panel, très riche. On est resté sur notre soif. Mais bon, les échanges peuvent continuer juste après. Merci encore à Mme Lucrèce. Merci à M. Harel. Merci à M. Donald également pour ces moments d'échange. Merci. Alors, nous continuons dans le programme. Pour la journée, nous venons de terminer le programme de la journée. Bien évidemment, le village du numérique, les stands sont toujours disponibles pour ceux qui ne les ont pas encore visités. Il y a des opportunités que vous pouvez avoir en visitant ce stand-là. Et comme l'a rappelé le modérateur tout à l'heure, demain, nous allons procéder à la cérémonie officielle de lancement de la semaine du numérique.
Et il y a beaucoup d'activités qui sont prévues également, notamment le panel de l'après-midi qu'il a bien rappelé. Je rappelle le thème du panel, c'est la transformation digitale de l'administration publique centrale et locale, co-création de e-services entre secteur public et secteur privé. C'est un panel qui sera très intéressant. Et donc, merci à tous pour votre participation. Bon retour chez vous. On se voit demain par la grâce de Dieu. Merci.